Avec nous dans un instant Aurélie Trottereau, donc la présidente de Touche pas à mon enfance. Donc voilà, le temps de faire les petits réglages techniques. Elle sera en ligne avec nous d'ici un instant. Donc bonsoir à tous, bonsoir à tous les métanautes, bonsoir à tous les modératrolls, à tous les trolls. Voilà, il y a Erwan, il y a Tony, Captain Cat, Fange de Brie, Seidas, Alex, Aldo Lozano. Voilà, bonjour à tous. Voilà, ça fait plaisir de vous savoir là avec nous ce soir pour une émission spéciale où on va effectivement aborder ce sujet, vous savez, très grave de la pédophilie évidemment. Donc voilà, dès que la régie sera prête, de toute façon on me fera un petit signe, voilà. Et pour votre info, je rappelle qu'il y a toujours le Métatour. Maintenant, je vais vous en parler souvent, je crois, jusqu'à la fin du mois. Donc, vous pouvez nous faire un don, je le rappelle, pour ce projet ambitieux de venir vous voir, de se dévirtualiser, de venir jusqu'à vous et de se rencontrer avec Méta TV dans toute la France. Voilà, dans une ambiance, on espère, bon enfant. En tout cas, vous avez l'air d'être plutôt accueillant avec tous déjà les propositions. Et on remercie déjà les nombreux gens qui ont fait des dons absolument incroyables hier. Donc vous avez fait monter la jauge, mais on espère encore la faire monter. On a besoin de vos dons, voilà, pour faire ce projet incroyable de faire le tour de France de la résistance et de venir vous voir. Voilà, donc dès que de toute façon ce sera prêt, on me le dira. Mais n'hésitez pas à nous faire part en tout cas de toutes vos suggestions. Si vous avez des endroits aussi à nous suggérer d'aller voir, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Il y en avait qui nous avaient parlé de pas mal d'endroits à l'époque, d'un chêne d'un multicentenaire, etc., de villages assez typiques. On avait même été voir, c'était assez sympa. Donc allez sur la page Métatour, sur le site. Et vous n'hésitez pas, voilà, à nous un peu nous expliquer toutes vos suggestions, tous les endroits ou les personnes même que nous pourrions rencontrer éventuellement. De toute façon, la carte, elle est à peu près établie. Les dates, on vous les communiquera évidemment sous peu, puisqu'on a déjà un beau parcours qui fait quasiment l'ensemble de la France. Et puis, voilà, quoi, dès que tout ça sera en place, de toute façon, vous serez toujours les premiers informés, vous le savez très bien. Voilà. Donc, voilà, dès que c'est prêt, on va me faire signe, je sens que ça arrive. Voilà. Ok, super. Voilà, ça a l'air parfait. Donc, je vais mettre le son normalement. Bonsoir, Aurélie Trottereau, vous êtes avec nous? Bonsoir. Donc, vous êtes la présidente de l'association Touche pas à mon enfance. Voilà, donc c'est parti, normalement c'est bon, normalement vous m'entendez sur Skype, ça doit passer normalement là. Alors on attend dans quelques instants, voilà, d'ici une minute on va recevoir avec nous Aurélie Trottereau, donc c'est juste le temps de faire un petit réglage technique. Voilà, donc en attendant, qu'est-ce que vous m'avez dit sur le chat? Pas grand chose, j'imagine que vous êtes en attente voilà, de savoir un peu ce qui va se passer. C'est sûr, il y a énormément de bruit, noise. Voilà, oui, c'est pas mon style, c'est pas la panacée. Je vous dirais, il faut qu'on se mobilise très vite et qu'on arrive à convertir tout le monde au mombelisme, parce que effectivement Skype c'est assez fatigant, toujours des choses assez bizarres. Voilà. Alors on me dit que c'est bon. Voilà, super. Aurélie Trottereau, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir Luc. Voilà, là on vous entend, normalement ce doit être parfait, quoi, parce que voilà, voilà. Tout le monde doit bien vous entendre, j'imagine. Voilà, de toute façon s'il y a un problème, on va me le dire immédiatement sur le chat. Alors pour reprendre évidemment cette entrevue là où on l'a arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire tout à son début, est-ce que vous êtes la présidente de Touche pas à mon enfance, donc est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'historique et l'objectif de votre association?
Alors, donc, mon association a été créée il y a tout juste un an, donc c'est le 3 juin 2013. Je l'ai créée suite à une histoire personnelle, donc j'ai eu 3 enfants victimes de pédophilie. J'ai dû me battre, avant de me battre contre le pédophile lui-même, il a fallu que je me batte contre le système judiciaire, car en France, nous n'avons pas du tout des lois qui sont favorables envers les victimes, et quand il y en a, ils ne sont pas appliqués. Et donc, j'ai eu l'idée de monter cette association. Donc, les objectifs que l'on a, c'est qu'on lutte contre la maltraitance et contre la pédocriminalité. Donc on accompagne les victimes sur le plan judiciaire, on les aide dans leurs dossiers, on essaye d'intervenir auprès des juges, on fait tout pour qu'ils obtiennent gain de cause. On récolte en parallèle des fonds pour les aider dans leurs frais judiciaires, parce que il faut savoir qu'un avocat coûte une fortune et que les parties civiles, non pas la victime elle-même, mais les parties civiles n'ont pas l'aide juridictionnelle. Donc on les aide à ce niveau-là. Et là, en troisième plan, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la thérapie du bonheur. Donc on a mis en place déjà une permanence psychologique et on va essayer à long terme en fait de monter des soutiens psychologiques un peu partout en France, car il y a une grosse carence aussi au niveau du suivi psychologique des victimes et de la famille. D'accord. Et vous, concernant votre affaire, donc vous avez été confronté à, on va dire un espèce de déni de la justice. Comment quels ont été vos rapports en fait avec le monde judiciaire par rapport à votre affaire? Alors si vous voulez, moi j'ai déposé plainte le 14 octobre 2010. En fait, j'ai mon fils qui est revenu avec des traces de coups. Ça faisait plus de 6 mois que leur comportement avait complètement changé au niveau de l'école, avec des gestes à connotation sexuelle, des paroles aussi à connotation sexuelle. J'ai vu divers médecins avec mes compagnons, on les a emmenés, à chaque fois on nous toquait la même réponse. Il faut savoir que moi j'étais tout récemment séparée du papa et que j'attendais un autre enfant, donc on me disait que c'était en fait la séparation, le nouveau bébé qui provoquait tout ce qui se passait ces derniers temps. Et donc quand je les ai emmenés porter plainte, moi j'y étais que pour des traces de violence et non pas pour des viols. Et mon fils a demandé à s'entretenir tout seul avec la gendarme, et c'est la gendarme qui lui a fait cracher le morceau, et de là il m'a tout annoncé. Moi, quand la gendarme après m'a repris dans le bureau en me disant voilà, votre fils nous dit qu'il se fait violer chez son père, je peux vous assurer que je suis tombée de 3 étages, je n'y croyais pas. Et au niveau d'enquête, c'est-à-dire au niveau de la gendarmerie, je n'ai pas eu à me plaindre. C'est au niveau judiciaire que là j'ai trouvé ça lamentable, parce que nous les victimes, on n'est informés de rien. À titre d'exemple, on m'a demandé si je voulais me porter partie civile. Je demande ce que c'est. On me dit c'est pour réclamer des dommages et intérêts. Je ne pensais pas du tout à l'argent. Moi je voyais qu'une chose, c'était qu'il aille en prison. Donc quand on m'a expliqué ça, j'ai dit non. En fait, se porter partie civile, ce n'est pas qu'une question de dommages et intérêts, c'est aussi être comment dirais-je, informé sur les avancées du dossier. Et ça, on ne me l'avait pas dit. Donc moi, je me suis portée partie civile plus d'1 an après les faits. D'accord. Donc après au niveau judiciaire, je me rends compte qu'en fait violer un gosse au niveau de la justice c'est rien. Tout simplement que le violeur de mes enfants a fait 6 mois de préventif, a été libéré au bout de 6 mois. Il a été libéré dans une famille avec 2 enfants alors qu'il y a un rapport d'expertise psychiatrique qui était plus qu'accablante, parce qu'il soulignait bien le risque de récidive, et lui-même déclarait à l'expert psychiatre qui rêvait de violer des enfants. Donc on le libère au bout de 15 jours, c'est-à-dire on libère quand même quelqu'un de dangereux. Et qui plus est, j'apprends qu'il a un suivi, si vous voulez, il avait une obligation de soins pendant sa libération. Donc un suivi dans un CMP juste au bout de ma rue de chez moi. Donc ça veut dire qu'on ne nous protégeait pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il était encore, il a essayé de venir dans votre entourage encore après, quoi. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est une fois aussi que je me suis portée partie civile, je reçois les conclusions du juge d'instruction, et dans ces conclusions-là, j'apprends que mon ex-mari, en fait, assistait, alors non pas au viol, ça je tiens à le préciser, mais assistait, voyait des scènes d'agression sexuelle. Il déclarait de ne rien avoir dit parce que tout simplement qu'il avait peur que je lui retire les enfants, enfin plein de choses comme ça, et que lui n'a jamais été poursuivi par la justice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été déposé plainte contre mon ex-mari. Tout de suite, j'ai soustrait le droit de visite au père, donc c'est-à-dire sans avocat, sans rien. J'ai dit hop, tu ne vois plus tes enfants, ou du moins si tu veux les voir, tu viens à la maison. Et j'ai saisi la JAF, je demandais à ce que mes enfants étaient vus dans un lieu neutre. J'ai été convoquée, donc ça s'est passé au mois de juin, j'ai été convoquée au mois d'octobre.
Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, en fait, donc j'ai été convoquée au mois d'octobre et je me suis fait complètement allumer par la JAF qui me disait que je n'avais pas à soustraire le droit de visite, que le père n'avait rien fait. Je dis certes, il ne les a pas touchés, mais bon, il a vu les scènes, il en a même rigolé, il le déclare aux gendarmes et ça ne les interpelle pas. Donc, j'ai été dans l'obligation de rendre mes enfants. Ah d'accord, donc c'est quoi? C'est vous qui avez été limite, c'est la version accusatoire quoi. Voilà, c'est pas une petite chose comme ça, parce que bon, c'est un dossier hyper complexe. C'est pareil, il faut savoir aussi que donc le violeur de mes enfants n'a pas été poursuivi par la suite par des viols, alors que les viols ont été prouvés sur 3 de mes enfants médicalement et aveux également, donc il a avoué. On a requalifié les faits en agression sexuelle, c'est-à-dire qu'il ne passait plus aux assises, mais qu'il passait en correctionnel, tout simplement parce qu'il avait une légère déficience mentale. D'accord. Eh ben... Donc, sur le plan judiciaire, si vous voulez, c'est complètement l'opposé parce que les assises, ils risquaient 20 ans de réclusion criminelle et là, ce n'était plus considéré comme un crime, ça a été considéré comme un délit. Donc, au correctionnel, ou bien souvent, on m'a fait comprendre que les pédophiles là-bas prenaient que du sursis. Donc là, par contre, je me suis carrément mise hors de moi. Donc, j'ai commencé à remuer ciel et terre, c'est-à-dire j'ai écrit à la juridiction, en fait, de mon département, en leur expliquant bien que vu que nous, les victimes au correctionnel, on n'a pas le droit d'appel, s'ils prenaient que du sursis, je me foutais en grève de la faim devant le TGI et que je ne bougerais pas tant qu'on ne le remettrait pas en prison. Oui, d'accord. Et votre affaire, donc c'est quoi les suites judiciaires aujourd'hui? Alors les suites judiciaires, c'est qu'il a pris 3 ans ferme. Avec les remises de peine et la préventive qu'il a fait, il a été relibéré au mois de décembre. Ouais. Dans mon village. Les suites judiciaires, c'est que moi, je me fais harceler par la famille de l'agresseur. Il faut aussi savoir qu'il a aussi violé son petit frère, enfin violé, agressé sexuellement, parce que je n'ai pas le droit de dire violer. Que ça, je ne sais pas où ça en est, mais je me fais harceler par la famille, harceler par la petite copine, que je les croise régulièrement dans mon village. Donc, j'ai alerté plusieurs fois la gendarmerie. Comme je dis, je suis très gentille, très courtoise, mais il y a un moment où ça va péter. Et quand vous avez des coups bas, que vous les entendez plus loin crier qu'on a fait ça pour l'argent, aller raconter des sornettes pas possibles, croyez-moi que pour moi c'est très dur. Alors on me demande si justement, pourquoi selon vous à chaque fois dans les affaires judiciaires, lorsqu'il s'agit d'affaires de pédophilie, on a le sentiment qu'il y a un déni de justice ou que la justice ne fonctionne pas correctement. Comment on en arrive à ça? C'est tout simplement que moi l'impression que j'ai, alors attention, l'impression que j'ai n'est pas la réalité, c'est qu'il y a tellement d'affaires de pédophilie que pour eux c'est devenu complètement banal et qu'on correctionnalise ou qu'on distribue des non-lieux pour manque de preuves, enfin pour des sornettes pas possibles, pour tout simplement, on va dire, désengorger les tribunaux, mais que plus ça va, et ça j'y reviendrai par la suite, plus j'ai l'impression que la pédophilie part vers une légalisation en France. Ah oui, parce qu'on a assez. Alors, il y a aussi l'existence. On parle souvent des réseaux et d'une protection judiciaire par rapport à ces réseaux. Oui. Parce que on a. Ouais. Vous en pensez quoi de ça? Moi alors, il y a bien une chose que je tiens à dire, moi je nie pas, je crois réellement qu'il y a des réseaux, de toute manière ça a été prouvé, il y a des réseaux pédocriminels qui sévissent en France. Moi je comprends tout à fait les gens quand ils disent qu'on a l'impression qu'il y a une protection de la justice, parce que je vois quand vous apportez des preuves devant un juge, des preuves avec viol, moi je vois sur énormément de dossiers des preuves avec viol, c'est-à-dire que le viol a été prouvé médicalement, on refuse le dossier, c'est-à-dire on dépense un non-lieu sur le dossier alors qu'il y a toutes les preuves. Et bien souvent on s'aperçoit que le violeur présumé a un poste haut placé, donc on se pose énormément de questions. Oui, d'accord, oui. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu ça, c'est que certaines personnes bénéficient de protection, quoi, parce que dans ces affaires-là, il y a souvent de gros dysfonctionnements, quoi, qui sont assez incroyables.
Alors il y a des gros dysfonctionnements judiciaires, mais même pour, entre guillemets, j'aime pas dire petite affaire de pédophilie, mais sur les petites affaires, il y en a aussi. Il y a carrément un laxisme. Aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, il vaut mieux être pédocriminel qu'être dealer de drogue, parce qu'un dealer de drogue va prendre 10, voire 15 ans de prison. Un pédophile va se tirer bien souvent qu'avec du sursis. Ouais. Donc ça, il y a un problème vraiment dans l'application de la loi, parce que normalement, ce sont des faits très graves qui vont, normalement, c'est la cour d'assises pour des faits comme ça. Bien sûr, mais non, on recorrectionnalise, il y a une loi qui est passée en 2005, bien entendu elle est passée ce qu'on j'appelle en sous-marin, c'est-à-dire que personne n'a été alerté que cette fameuse loi allait être votée, c'est-à-dire que maintenant pour désengorger les tribunaux, c'est-à-dire qu'on ne pense même pas à la souffrance de la victime, on ne pense même pas à la dangerosité du prévenu, on va correctionnaliser, c'est-à-dire on va pour un peu libérer les salles d'assises. Oui, d'accord. Alors on me demande si justement la pédophilie et les agressions d'enfants sont reliées à... Est-ce qu'il y en a plus dans des classes sociales hautes ou basses, ou alors tout est confondu? Tout est confondu et croyez-moi, il y en a beaucoup plus dans les classes moyennes que dans les classes basses. Là-dessus, c'est un point aussi auquel je tiens à beaucoup appuyer, c'est qu'on a beaucoup de clichés, si vous voulez, des pédophiles, des gens qui vendent leurs gosses pour se faire du fric, alors que ça se passe beaucoup plus dans la classe moyenne, voire dans la classe haute. D'accord. Et en théorie, ces personnes, normalement, elles devraient, quand elles sont incriminées pour des faits comme ça, ce sont des faits criminels, normalement. C'est-à-dire c'est 20 ans de réclusion. Oui. Et on voit très peu d'exemples de gens qui ont été condamnés à ces peines-là dans la pédophilie, quoi. C'est très peu parce que, comme je n'arrête pas de le dire, on recorrectionnalise les viols, c'est-à-dire que ça ne passe plus d'une affaire criminelle, mais une affaire correctionnelle à un délit. Un délit, c'est comme un délit de fuite. Demain, vous prenez votre voiture, vous faites contrôler, vous voulez pas vous arrêter, vous faites un délit. Et la pédophilie devient pareil, c'est-à-dire qu'on correctionnalise les viols. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça atténue, et ça c'est vraiment une tendance générale. Hein. Alors vous, votre association, vous regroupez combien de membres à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous avons 25 membres, oui. 2 avocats, 4 psychologues. Donc on agit un peu partout en France, on essaye d'œuvrer un peu partout. On a chacun, si vous voulez, des postes différents, c'est-à-dire, j'ai ma secrétaire qui s'occupe de tout le secrétariat, mais on est tous unis pour la même chose, c'est-à-dire que quand il y a un dossier qui tombe, on épluche le dossier, on essaye de voir les failles judiciaires, parce que bien souvent il y a des failles judiciaires aussi dans le dossier, on prend contact avec l'avocat, on essaye de mettre en place une stratégie, et puis on fait tout pour que la victime obtienne gain de cause. Ouais. Parce que donc vous avez eu des affaires dans lesquelles les victimes ont déjà obtenu gain de cause? Oui. Donc il y a eu l'affaire Léa Triquet. Donc là, c'était pas du tout une histoire de pédophilie, c'était une histoire de placement dit abusif, où on a réussi. Alors quand on dit on, c'est beaucoup le papa, parce que je tiens quand même à le préciser, le papa avec la maman s'est énormément battu pour récupérer son enfant. Donc l'enfant est revenu, si mes souvenirs sont bons, le 16 décembre au domicile. Et j'ai une autre affaire, on a une autre affaire qui est toujours en cours, mais il y a quand même eu, on va dire, un petit avancement. C'est un papa qui, on va dire, avait des méthodes éducatives pas très jolies, on va dire ça comme ça. Le petit a reçu une correction au point d'être marqué, il a tatoué son fils. La maman, ça faisait 4 ans qu'elle se battait au niveau de la justice, elle n'obtenait rien. Et donc elle a saisi en référé, nous l'avons aidé, nous l'avons appuyé avec une lettre. Donc le premier référé n'a rien donné parce qu'ils ont débouté la mère de toutes ces demandes. Par contre, elle est passée en appel, et en appel, on a quand même, c'est-à-dire on a réussi avec la famille à quand même obtenir une mesure à émo chez le père. D'accord. Et en dernier point, il y a eu l'affaire Lola, donc une affaire en plus que vous avez suivie, où la justice a tenté de recorrectionnaliser les viols. Nous, avec la famille, on s'est opposé. La famille a dû changer d'avocat entre deux. Il faut savoir que le violeur présumé, parce qu'il n'a pas encore été jugé, donc on est obligé de dire violeur présumé, rôdait en bas de chez elle et la harcelait, qu'il a fallu que moi-même en personne, j'appelle le commissariat, que je les harcèle toute une journée pour apprendre une chose, c'est que depuis 2011, c'est-à-dire qu'il avait une interdiction de territoire dans le département de la victime depuis 2011, et que ça n'avait toujours pas été transmis à la justice, c'est-à-dire que si on n'aurait pas passé cet appel-là, ce serait encore passé dans
les oubliettes. Ah, d'accord. Et on me parle de l'association L'Enfant Bleu, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Oui, on me demande ce que vous en pensez. Je ne rentre pas dans les polémiques associatives. D'accord. Parce que moi... Et voilà, après, je préfère dire, voilà, chacun, dans chaque association, chacun a ses revendications. Chacun essaye de son côté de faire avancer les choses. Après, si vous voulez, c'est aux gens d'apprécier. Moi, en tant que présidente, je ne peux pas dire ce que moi j'en pense personnellement. D'accord. Mais voilà, parce qu'on m'a souvent en fait mis en garde contre les associations d'enfance qui portent des noms de couleurs. On m'a dit que c'était un code un peu sur lequel il fallait se méfier. Je ne sais pas si vous avez des informations dans ce sens aussi. J'en ai entendu parler, mais après vaguement, parce qu'il y a tellement de, si vous voulez, il y a tellement de choses qui se disent, même sur ma propre association, moi je m'en cache pas, qu'on est complètement taré, qu'on va trop vite. Enfin, on en entend des choses qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas crédible. Après, moi, comme je vous ai dit, je ne les connais pas. Les codes couleurs, j'ai entendu dire ça, mais c'est pareil, il faut que je creuse pour voir un petit peu. Mais pour le moment, je peux pas m'exprimer, si vous voulez. J'ai pas d'éléments pour dire quoi que ce soit. D'accord. Alors oui, on a une question. C'est vrai, on me dit, c'est souvent des hommes qui sont impliqués. Est-ce qu'il existe aussi, il y a des femmes qui sont impliquées des fois dans les affaires? Parce qu'on a l'impression que c'est plus des hommes. Oui, il y a beaucoup. Alors, j'ai qu'un seul dossier où il y aurait une femme mise en cause. Mais alors, on parle, c'est vrai, comme vous dites, on parle beaucoup de la pédophilie par des hommes, parce que la pédophilie envers les femmes, c'est beaucoup plus tabou. Qu'une mère puisse toucher à son enfant, c'est vraiment la chose inimaginable. Et il y en a. Et je tente aussi, parce que j'ai une très grosse campagne de prévention à mettre en place, qu'on essaye du moins à mettre en place. Et je voudrais aussi axer sur ce problème, parce que il y a aussi des femmes pédophiles. Faut pas se leurrer. Oui, mais d'accord. Il y a des femmes qui ont été impliquées déjà dans les affaires de pédophilie, quoi. Oui, il y en a. Nous, on a un dossier où il y a une femme impliquée. Il y en a, oui. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment à chaque fois que ce sont plus des hommes, et puis ce sont souvent, on a l'impression, des mamans qui viennent de revendiquer leurs droits. Enfin, nous, on a été confrontés à énormément de cas où ce sont des mamans. Oui. C'est un peu déséquilibré, j'ai envie de dire, quand même, dans le rapport. Que ça, de toute manière, un homme ou une femme, du moment où on désire un enfant, c'est déséquilibré dans sa tête. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire naître le désir dans la tête de quelqu'un? Moi, je n'arriverai jamais à comprendre quel plaisir il y a à toucher un gosse. Si c'est pas un plaisir pervers, c'est-à-dire dans sa tête, il doit très bien savoir quand il fait dans ça, il va lui détruire toute sa vie. Non, il continue. Et ça continue, et c'est l'enfant qui est pris au piège après. Oui, d'accord. D'ailleurs, les enfants, comment ils font un peu pour vous travailler sur ça, pour se reconstruire après pour les enfants? Alors c'est très très dur. Moi là je peux vraiment vous parler en tant que mère de victime. Moi j'en ai un où j'ai pas eu d'autre choix que de le mettre dans un institut thérapeutique éducatif parce que il devenait ingérable. Ça se passe par des accès de violence, des accès de colère, des moments de déprime aussi, où que les enfants deviennent complètement ingérables. Après c'est aussi beaucoup sur le plan physique, de l'eczéma, parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique, la peur, les terreurs nocturnes, et c'est vraiment très dur. Et il y a aussi une chose que je tiens à souligner, c'est qu'en France, moi personnellement, et pourtant j'habite une petite campagne, j'habite pas dans une grande région, j'ai mis plus d'1 an à avoir un suivi psychologique pour mes enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas prioritaires sur ce point. D'accord. Donc il n'y a pas de prise en charge spécifique, on va dire, de l'État concernant ces questions-là, quoi. Ah non, mais quand vous voyez en plus que le pédocriminel, lui, il a un suivi médico-judiciaire imposé, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller voir un psy toutes les semaines, alors que les enfants abusés, eux, on les lâche dans la nature, quoi. Ouais. C'est ça qui est quand même incompréhensible, quoi, pour les citoyens de savoir pourquoi ces pédophiles bénéficient comme ça d'une espèce d'immunité, quoi. Et ça fait naître l'idée d'une espèce de protection judiciaire particulière, quoi, concernant ces délits.
Parce que ça s'observe très peu dans d'autres cas, quoi. C'est vraiment ces cas-là qui sont à chaque fois récurrents, les cas de pédophilie et à chaque fois on va dire, de manipulation. Alors, est-ce que vous aussi, dans votre dossier personnel, vous faites état on va dire, de véritables manipulations judiciaires, de décisions, pas de limite de faux, hein, parce qu'on a des cas où on a vu des faux qui ont été produits. Hein. Alors moi, non, attention, il n'y a jamais eu de faux. Manipulation judiciaire, c'est un peu dur dans le sens, je vais dire oui, parce que on a laissé le droit au papa. Lui, on l'a laissé libre dans la nature, à 300 mètres de chez moi, c'est inadmissible. C'est parce que on croise dans la rue, les enfants sont complètement terrorisés, et moi c'est pareil. Après, comment dirais-je, au niveau de la justice, personnellement, je n'ai vraiment pas eu vraiment de plainte. Enfin, moi je le vois, je me suis toujours plainte par rapport à plein de choses, mais je le vois par rapport au dossier que j'ai. Moi j'ai quand même obtenu 3 ans ferme. Ce n'est pas rien, 3 ans ferme. Moi je vois des dossiers où il y a des non-lieux, je vois des dossiers où il n'y a que du sursis. 3 ans ferme, c'est énorme. Et lors du procès, je le voyais dans les yeux de la magistrate, qu'elle était de notre côté. Mais il y a des familles, c'est limite, s'ils ne se retrouvent pas eux-mêmes accusés, si vous voulez. Il y a des familles qui dénoncent des faits de pédophilie et qui passent pour fous, à qui on leur retire leurs enfants. Ouais, bah oui, nous on en a reçu qui se retrouvent, dans l'inversion de l'accusation, c'est des gens qui se retrouvent accusés à la place, quoi, des véritables coupables, quoi. Voilà, accusés de manipulation mentale. Mais je suis désolée, quand un gamin de 4 ans vous sort des choses qu'il ne peut pas inventer, alors il y a quand même une différence, ça c'est ce qu'aussi m'avait bien dit le gendarme, c'est-à-dire un enfant qui vous dit bon papa met son zizi dans les fesses. Bon, c'est alertant. Après, s'il va pas donner plus de détails, alors l'enfant, attention, moi je prends toujours en compte la parole de l'enfant, il faut toujours la prendre en considération, mais s'il donne pas plus de détails, on pourrait, je dis bien on pourrait, je ne dis pas que c'est faux, pour aller vers peut-être une imagination, un fantasme. Mais un enfant de 4 ans qui vous dit papa met le zizi dans les fesses, papa sort du liquide blanc, papa fait très mal, c'est-à-dire il exprime sa souffrance, là il y a de quoi se poser de réelles questions. Oui, d'accord, oui. Et donc on accuse les mères bien souvent de manipulation, c'est-à-dire que les mères ou les familles, parce que moi je vois des familles entières se faire accuser, vous avez dénoncé ces faits-là, mais non, c'est pour avoir la garde de l'enfant, mais non, c'est pour lui faire ceci, c'est vous qui vous retrouvez complètement folle. C'est pour une folle, pardon. Ouais. Il y en a qui pensent, qui disent 3 ans, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Ouais, il y en a qui, voilà, on me dit ça sur le chat. On me demande aussi, est-ce qu'il existe un cabinet d'avocats dissidents avec qui le public pourra agir et pourrait se tourner éventuellement? Non, j'en ai pas pour le moment, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai vraiment de très bons avocats sous la main et s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui n'hésitent pas et on est prêt à les aider. D'accord. Parce qu'il faut, d'ailleurs dans ces cas-là, c'est quoi le conseil que vous avez à donner aux personnes qui pourraient être soumises à cette situation, les premières choses à faire? Alors la première chose à faire, si votre enfant commence à vous parler de faits de pédophilie, c'est-à-dire commence à vous donner des détails, que vous voyez un changement de comportement, surtout ne forcez pas votre enfant à parler. Ce que vous faites, c'est que vous faites venir, moi je conseille toujours aux familles, faites venir un médecin et surtout n'attendez pas. Allez à la gendarmerie, appelez une association, il y a des numéros, nous, il y a la nôtre aussi, nous, c'est déjà arrivé que nous-mêmes on fasse un signalement, qu'on accompagne, appelez l'association la plus proche de chez vous. Il y a des associations qui sont faites pour ça et tout de suite allez à la gendarmerie, faites un dépôt de plainte, mais surtout ce que je conseille avec une constitution de partie civile pour obliger en fait le juge d'instruction à mener une enquête. D'accord. Parce que mais tout ça coûte de l'argent quand même aussi, c'est ça ça aussi c'est un frein. Alors une procédure judiciaire, ça varie. Moi je vois des dossiers où pour un viol 2 000 euros, des 4 200 euros, 10 000 euros même. Après c'est au bon vouloir de l'avocat. Et c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai ouvert cette association-là. Comme je dis, je récolte des fonds aussi pour venir en aide, du moins essayer d'aider les victimes dans leurs frais judiciaires parce que malheureusement sans argent on n'avance pas. Ouais.
Parce que voilà, là aussi on me dit sur le chat, voilà que justement, est-ce que c'est une question, est-ce que ces gens qui se soustraient comme ça à la justice appartiennent-ils plutôt à une classe aisée ou à une classe pauvre? Parce que on a le sentiment aussi qu'il y a certaines affaires qui sont très instrumentalisées et portées comme ça en pâture, et puis voilà, on entend justement pléthore d'affaires à côté qui elles ne font l'objet d'aucune médiatisation. Donc oui, enfin, comment dirais-je, les accusés, je vous dis c'est toute classe. En fait, c'est toute classe. Ça peut aller du notable au simple chômeur, quoi. C'est vraiment toute classe sociale confondue. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose auquel on ne s'est pas aperçu à l'association. On a beaucoup plus de mal avec les dossiers qui impliquent des personnes, et je le disais tout à l'heure, qui impliquent des personnes qui ont quand même un poste dans la fonction publique ou alors un poste haut placé. Là, c'est silence radio, on a vraiment du mal à obtenir quoi que ce soit dessus. Ouais, d'accord. Ouais, parce que il y a une question d'ailleurs un peu, j'ai envie de dire, qu'on pourrait se poser. On me demande, avez-vous pensé à faire justice vous-même? C'est vrai. Oh là oui, oui, énormément. Après, je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que, comme j'ai dit, je suis remariée, j'ai 5 enfants maintenant. Je me suis remariée. Si je faisais justice moi-même, le juge d'instruction m'avait prévenu, c'était 30 ans de réclusion criminelle pour moi. De deux, je me coupais de la vérité parce qu'il faut savoir que en faisant justice soi-même, c'est-à-dire si malheureusement on en vient au meurtre, on se coupe de la vérité parce qu'une personne décédée ne peut pas être poursuivie. De trois, je ne l'ai pas fait non plus parce qu'à la base je suis contre la violence et je le déconseille toujours aux gens. Quand j'ai des gens qui m'appellent qui sont complètement désespérés, j'entends leur souffrance mais je suis la première à dire ne faites pas ça, c'est hors de question, non. Et de quatre, tout simplement que si je l'aurais fait, mes enfants ils auraient été où? Ils seraient retournés avec un père en qui j'ai pas confiance. La fratrie aurait été séparée, non. Et là c'était les détruire encore plus, donc pour le bien de mes enfants, non. Ouais, d'accord. On me demande aussi, voilà, est-ce que les... Comment dire? Ah, j'ai perdu la question. Elle est remontée, voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les disparitions d'enfants, on en recense à peu près 27 000 l'an dernier en France, et justement ces affaires de pédophilie, puisque c'est vrai qu'il y a un nombre impressionnant d'enfants qui disparaissent, qui sont enlevés, on en retrouve certains morts, mais énormément qui disparaissent, et c'est un phénomène européen, voire mondial. Oui, donc là je ne peux pas à l'heure actuelle vous répondre à la question, c'est que tout simplement je suis en pleine étude. J'essaye de regrouper les disparitions et regrouper différentes affaires et voir en fait s'il y aurait un lien. Mais là à l'heure actuelle je suis dans l'impossibilité de vous donner une réponse concrète en fait. D'accord. On me demande si vous connaissez le procureur Christian Girard. Non du tout. D'accord. C'est un procureur qui a enterré pas mal de dossiers en fait, c'est pour ça, oui, apparemment il était mis en cause dans certaines affaires. Et on me demande si les gendarmes, eux, s'étaient bien comportés dans votre affaire, si vous aviez eu affaire à eux. Ah oui, alors là-dessus, ça je tiens à souligner, et même si ce soir ils m'écoutent, je sais pas, mais même s'ils m'écoutent ce soir, je tenais à les remercier parce que ils ont toujours été là pour moi. Déjà c'est eux qui m'ont ouvert les yeux parce que faut savoir que quand on vous apprend que vos 3 gamins ont été violés, au départ vous y croyez pas parce qu'on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Ils ont été vraiment adorables, ils ont toujours cru en mes enfants, ils ont toujours cru en leurs paroles, ils ont toujours tout fait, même eux ils étaient outrés parce que c'est pareil, donc nous on est passé en procès, si vous voulez, le 30 avril 2013. Il faut savoir que le 17 juin 2013, il n'était toujours pas incarcéré et qu'il était à la fête foraine du village. Donc je me suis retrouvée nez à nez avec lui, avec les enfants. Donc de là, moi j'ai téléphoné à la gendarmerie qui connaissait très bien mon affaire, qui eux-mêmes étaient choqués, mais bon, c'était le mandat de dépôt qui n'avait pas été envoyé, qui ne pouvait strictement rien faire. Et donc moi je leur disais, mais moi j'ai le papier quand même qui prouve qu'il doit être en prison, allez le chercher ou je deviens folle. Non, on ne peut pas. Et bon, je m'en cache pas, je me suis mis en grève de la faim pour faire appliquer cette décision de justice. Et les gendarmes m'ont quand même appelé pour prendre de mes nouvelles. Donc ça, je tenais quand même à le dire, qu'il n'y a pas, entre guillemets, que des pourris, quoi.
D'accord. On me dit aussi, on me fait voilà, une question. Depuis l'affaire Outreau, les témoignages des enfants victimes ne sont plus pris en compte car la justice ne leur reconnaît plus aucune crédibilité. Envisagez-vous quelque action pour rétablir la valeur de ces témoignages d'une importance capitale? Oui, oui. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui ressortent en parallèle des dossiers qu'on a et également dans le mien. C'est que quand vous emmenez un enfant en unité médico-judiciaire, on émet toujours des réserves et on vous sort, rappelez-vous, de l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, il y a bien une chose quand même que je tiens à souligner, c'est qu'il y a eu quand même des victimes. 4 personnes qui ont été déclarées coupables. Il y a eu des acquittements, mais acquittements au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute ne veut pas dire l'innocence. Donc oui, nous, ce qu'on essaye du moins à long terme, parce que voilà, je tiens quand même à le préciser, on est une jeune association, on a plein de projets, mais c'est très long avant que tout se mette en place. À long terme, c'est quand même faire en sorte que la parole de l'enfant soit recueillie et qu'on arrête de mettre des réserves, parce que je suis désolée, il y a des faits que des enfants de 4 ans, comme je le disais auparavant, ne peuvent pas inventer. Oui. Il faut savoir aussi que les enseignants ne sont pas formés à, ça je l'ai appris aussi, les enseignants ne sont pas formés à dépister un comportement d'un enfant qui pourrait, je dis bien qui pourrait être abusé, parce que ça peut venir aussi de diverses causes, certains troubles, qui pourraient être abusés, il n'y a pas cette formation là-dessus. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que, si vous voulez, qu'il y a plus de gens formés, être habilités à vraiment recevoir la parole de l'enfant. Et que surtout, que les experts psychiatres arrêtent de poser arrêtent de se dire, c'est-à-dire, vous passez devant un expert psychiatre, en gros, en un quart d'heure de temps, il doit juger si l'enfant est crédible ou s'il n'est pas crédible, ou si votre parole est crédible ou pas. C'est pas en un quart d'heure de temps qu'on apprend à connaître les gens. Oui, tout à fait. Voilà, et les pédophiles s'en tirent souvent aussi par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que dans la majorité des cas, ce sont des très bons manipulateurs qui aiment bien, on va dire, jouer la bonne comédie devant. Donc en un quart d'heure de temps, ils font les épleurés, qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils arrivent même à manipuler les psys, et bien souvent, il y a aussi des non-lieux qui sont rendus à cause de ça. Et moi, j'estime que c'est pas en un quart d'heure ou une demi-heure de consultation qu'on peut déterminer un profil pédophile. Oui, d'accord. On nous demande, oui, est-ce que aussi vous avez organisé très récemment une conférence, un congrès sur le premier congrès, on peut dire, sur la pédophilie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu aussi? Alors donc en fait à la base on était parti que sur une manifestation, on avait le projet de donner des conférences sur la pédocriminalité, mais si vous voulez on était pris à court de moyens et donc on a trouvé cette fameuse salle de conférence. Donc nous l'avons préparée pendant plus de 3 mois, on s'est donné corps et âme. Dans l'ensemble je pense qu'elle s'est bien passée, je sais que pendant un moment la salle il y a eu des échauffements de partout et ça il y a certains propos qui ont été dits que moi je tenais à m'excuser personnellement envers certaines personnes. Ça a été une réussite, ça a été une réussite oui, et surtout ça nous a permis de voir à quel point les familles, alors pas que de pédophilie parce qu'il y avait aussi des mamans de placement abusives, à quel point les familles étaient mises à l'écart. Donc on nous a fait par réponse qu'un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, ce qui est tout à fait normal parce que c'est dans le droit français. Mais il y a un moment où il faut arrêter aussi de construire à charge envers les victimes. Ah oui, parce que c'est toujours... Oui, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Ouais. C'est que limite la victime est limite coupable d'avoir parlé. Bah oui, c'est dans les affaires en tout cas que nous on a traitées, les victimes sont toujours celles qui reçoivent, si j'ose dire, toute l'accusation se retourne contre elles, quoi. Elles se retrouvent dans le box des accusés, des victimes à chaque fois. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai carrément entendu dans mon affaire personnelle l'avocat de la défense dire que, en gros, c'était parce que bon, mes enfants, comme je le disais auparavant, avaient des terreurs, tout ça, que c'était ma faute parce que j'étais devenue hyper protectrice avec les enfants. Alors, en plus de vouloir protéger vos enfants, on vous montre du doigt parce que vous les surprotégez. C'est hallucinant quand même. Et en gros, c'est de votre faute. Oui, d'accord. Ouais. Et ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Croyez-moi, ça fait mal en tant que parent de victime. Et on me demande justement, est-ce que votre association va chercher un peu à fédérer un peu toutes ces associations pour former, on va dire, une grande fédération pour avoir plus de poids, parce que finalement vous êtes très nombreux, c'est ce qu'on s'aperçoit. Oui.
Alors, à fédérer les associations, par ma connaissance, je sais qu'il y a une ligue qui s'est créée. Moi, c'est vrai, ce que j'aimerais, et nous, ce qu'on réclame vivement avec le bureau, ce serait quand même que tout le monde s'allie pour la même cause, c'est-à-dire que tous ensemble, qu'on fasse pression, si vous voulez, parce que le code pénal est très mal rédigé, il y a beaucoup de choses à changer, mais à ce que je vois après de mes yeux, c'est pas de mal à veille, quoi. D'accord. Alors, pour en revenir aussi quand même à votre au congrès que vous avez organisé, moi on m'a rapporté les propos d'un des intervenants qui était apparemment un comportementaliste, donc oui. J'ai pas le nom, et qui a tenu des propos un peu, on va dire, pour évincer l'idée même qu'il puisse exister, on va dire, des réseaux pédophiles de grande importance. Alors là-dessus, et j'espère d'ailleurs que je ne citerai pas son nom qui nous écoute, donc je tiens à dire que nous avons quand même rompu le contrat. D'accord. Avec lui. Il n'était pas question qu'il évoque le réseau pédocriminel parce qu'il y avait Monsieur Garde qui était là et qui connaît parfaitement le sujet. Oui, tout à fait. Qui a intervenu par rapport à ça. Lui, sa partie à lui, normalement, c'était intervenir sur comment un prédateur manipule sa victime et arrive même à faire culpabiliser sa victime, à, comment dirais-je, avoir une emprise sur elle. Je ne comprends pas pourquoi il est parti dans tous les sens comme ça, d'apporter une science à des magistrats. Non, la pédophilie, je suis désolée, ce n'est pas une science mais une tare, moi je le dis, c'est une tare. Et la seule chose que j'ai à répondre, c'est que voilà, j'ai rompu le contrat de partenariat, je lui souhaite bon vent, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il fait de son côté. Si lui veut fermer les yeux sur la réalité des choses, c'est son problème, moi je sais où je vais. D'accord. Bon, au moins les choses sont claires, parce qu'on m'avait rapporté cette altercation, enfin si j'ose dire, son intervention qui a pour le moins, on va dire, remué les consciences pendant le congrès, quoi. Bah oui, la mienne aussi, même que je ne le montrerai pas. D'accord, bah au moins les choses sont claires là-dessus. Alors, mais bon, j'évite, alors bon, c'est parce que là, voilà, on est à la télé, mais j'évite, si vous voulez, de m'exprimer, parce que moi, je suis pas madame polémique, hein, je crois qu'il y en a déjà assez comme ça sur Internet. La seule chose que j'ai à dire, voilà, c'est, il ne fait plus partie de notre association, et voilà, je lui souhaite toutes les bonnes choses possibles. Alors, il y a une question très intéressante. On me demande, est-ce que on devrait voir les pédophiles comme des malades psychiatriques ou bien sont-ils tout simplement des gens normaux ? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que ce sont des gens normaux. Bien souvent, ils sont dotés d'une superbe intelligence. Mais à côté de ça, alors dire que c'est une maladie, j'aime pas dire que c'est une maladie. C'est tout, c'est de la perversité. Ils parlent par plus, enfin, quand on voit les auditions, pardon, ça parle de pulsions sexuelles. Oui, ils ont des pulsions, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça aussi que je tenais à souligner, en France, il n'y a pas il y a la perpétuité, mais bon, elle n'est jamais appliquée, bien entendu, c'est-à-dire un jour ou l'autre, ils sortent. Et vu qu'en France, la peine de mort a été abolie, et je tiens aussi à préciser que je ne milite pas pour la peine de mort, parce que bien souvent, on m'a assimilé aussi à ça. Donc la peine de mort a été abolie. Il y a bien un moment un jour ou l'autre, malheureusement, où il va se retrouver dehors. Et c'est bien qu'il faut agir, c'est-à-dire travailler avec lui dans le sens où quelles mesures qu'on peut prendre pour éviter qu'il récidive. Quelles mesures? Alors c'est pas avec 18 mois de sursis qu'on va arriver à faire quoi que ce soit, parce que pour lui c'est du pain béni. 18 mois de sursis, ça lui donne le droit de recommencer. Alors après parler de médicaments, moi voilà, je vais peut-être passer encore pour quelqu'un de cru, je m'en fiche parce que j'ai l'habitude. Pour moi c'est tout simplement ce qu'il leur faudrait, c'est une castration chimique, parce que tôt ou tard ils recommenceront. Je crois qu'il y a 76 ou 77% de taux de récidive là, dans les histoires de pédophilie. D'accord, ouais. Alors, j'ai une question aussi, une question de Mouton Rétif qui me dit, sur votre site web, à la rubrique Qui sommes-nous, vous indiquez que parmi les buts poursuivis par votre association, vous avez comme projet de faire voter une loi pour la création d'un fichier national d'ADN. Il y a quelques mois, je vous avais fait part de mon scepticisme vis-à-vis de la création d'un tel fichier, c'est l'internaute qui s'exprime, qui serait assurément utilisé contre les citoyens et non contre les pédocriminels qui sont protégés par le système. Vous m'aviez dit que ce projet ne faisait plus partie de vos objectifs. Pourtant, il figure toujours sur votre site web. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Ah
Tout simplement, voilà, je vais en profiter pour lancer un appel. Nous sommes 23 bénévoles, nous sommes débordés, c'est-à-dire qu'on passe nos journées entières, voire même nos nuits sur les dossiers. Notre site web n'est pas du tout à jour. Donc je lance un appel au bénévolat. Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien gérer le site web pour enfin le mettre à jour, qui se propose. D'accord. Donc c'est voilà. De mise à jour. Non, ce n'est plus. Alors si vous voulez, je trouvais ça très bien, c'est-à-dire, alors attention, quand je dis pédophilie, c'est-à-dire pédophilie avouée, c'est-à-dire avec aveu, preuve et tout ce qui s'ensuit. Je trouvais ce projet bien, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour protéger les victimes. Mais à côté de ça, je me suis aperçue que malheureusement, il y a tellement une haine qui se forge autour de la pédophilie que j'ai peur, si vous voulez, qu'il y a des milices après qui se créent anti-pédophiles. Et vu que là, qu'on aurait leur adresse et leur identité, et puis boum boum boum, quoi, je sais pas si vous comprenez. Ouais, donc j'avais un peu peur de ça, c'est pour ça que j'ai aussi abandonné ce projet. Mais ce projet-là faisait partie de mes projets quand j'ai ouvert cette association. Et en ouvrant, il y a un an de ça, si vous voulez, j'avais pas la même vision des choses que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un an de ça, j'entendais parler de corruption de justice, mais j'étais encore dans le doute, vu que je n'avais pas eu forcément la preuve devant mes yeux. Et j'entendais parler de réseaux, mais c'était vague. Je connaissais un petit peu parce que j'avais regardé quand même plusieurs émissions dessus. Et en fait, ça m'étant réellement confronté à d'autres sujets en dehors de son affaire que je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment urgence en France et que je voyais de plus en plus de citoyens révoltés. C'était horrible. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit autant abandonner l'histoire du fichage public parce qu'il va y avoir des milices qui vont se créer et ça va en finir par un appel à la haine. Et c'est pas du tout mon but. D'accord. On me demande si vous avez entendu parler de Laurent Louis et de sa fameuse lettre qu'il a reçue à l'époque sur l'affaire du trou. Laurent Louis, oui. Alors attention, je connais très bien l'histoire, mais par contre, je ne savais pas du tout. Vous voyez, vous me l'apprenez qu'il a reçu une lettre. Ouais. Je tiens aussi à préciser que depuis, on va dire, 6 bons mois, je ne suis plus du tout l'actualité, tout simplement par, en fait, un manque de temps. D'accord. Donc une lettre qui incrimine bien sûr plusieurs hauts placés du gouvernement belge. Une lettre qui a fait très polémique. Oui, très polémique. Oui, j'en ai entendu parler, mais après rentrer dans les détails, je peux pas vous dire parce qu'honnêtement j'en entends tous les jours que c'est hallucinant. Par contre Laurent Louis, oui, c'est une affaire que j'ai suivie comme tout le monde. Après j'ai juste entendu ce que les médias racontaient. Laurent Louis, je suis désolée, à mes yeux, il n'a pas agi seul. Il y a quand même des choses qui m'interpellent dans ce dossier. Alors, justement aussi, on me pose la question, est-ce que aussi il n'y a pas un rapport avec toute la promotion de la pornographie telle qu'elle est pratiquée dans toute la société aujourd'hui, de façon presque indécente, de façon presque agressive, quoi. J'en viens à me poser la question, je vous le dis honnêtement. J'en viens à me poser la question si carrément en France on n'essaye pas de promouvoir, c'est-à-dire de promouvoir la sexualité libre, promouvoir les préférences sexuelles, promouvoir, la pédophilie, il faut dire ce qu'il y est. Ouais. Et on a bien monsieur de Rambourg-Dominique qui nous l'a prouvé ces derniers temps. Ouais. Vous pouvez expliquer un peu cette affaire ? Donc en gros, nous on a répondu, donc il y a une lettre en fait qui circule sur le net, on a répondu au propos du député. J'ai une de mes bénées qui a carrément envoyé un mail et elle a obtenu réponse. En gros donc il dit que c'est le Figaro qui déforme ses propos et lui ce qu'il propose c'est simplement de mettre une suramende pour pour aider en fait pour subventionner les associations de victimes comme la mienne, pour aider les victimes. Mais alors ça, nous on trouve ça complètement con et absurde, vous m'excuserez de ma vulgarité, parce que les victimes n'attendent pas de l'argent, on s'en fout de l'argent. Nous ce qu'on demande, c'est vraiment une peine alourdissante. Et quand on entend ces propos dire qu'en gros un petit dérapage d'un tonton qui a un peu trop bu et qui cafouille sa nièce, c'est pas grave, je suis désolée, il y a de quoi quand même de s'alarmer et surtout de s'indigner. Ouais, quand même. On me dit que vous avez peut-être confondu Laurent Louis et Émile Louis. Donc, oui, peut-être, mais j'entends pas très bien, je vous le dis. Oui, voilà. J'entends vraiment très bas, en fait. D'accord, je vais me rapprocher un peu.
Voilà, je vais rapprocher le micro. Laurent Louis, le député belge, Émile Louis, oui, le prédateur, oui. Et je comprends mieux parce que honnêtement, j'étais en train de rechercher dans ma tête la connexion entre Laurent Louis. J'ai entendu parler du net, oui. Donc Laurent Louis, oui, c'est le député belge. Alors il faut savoir que moi je n'agis pas en Belgique, hein, je n'agis qu'en France. Mais j'ai entendu des échos sur cette fameuse lettre. Mais après, comment dirais-je, vous savez, les échos, il y en a surtout. C'est pareil, tout à l'heure, on me posait la question sur le code couleur. Il y a beaucoup de choses qui se, comment dirais-je, qui se disent. J'aime pas trop les échos, moi je préfère les preuves. D'accord. Voilà. Alors on me parle aussi, c'est vrai, de castration chimique. C'est une solution qui est utilisée, ça, en France? Donc elle n'est pas utilisée en France. Je crois que c'est au Danemark, aux Pays-Bas qui l'ont mis en place. Je sais qu'il y a un pays qui l'a mis en place. Ça pourrait être une solution. Après, il faut savoir aussi qu'un pédophile peut aussi faire énormément de mal avec ses mains. D'accord. Alors, on me dit aussi, est-ce que les infrastructures juridiques dans les affaires pédophiles ne sont-elles pas trop lourdes ou bien trop longues et que les victimes abandonnent finalement par dépit, par découragement? Parce que est-ce qu'il n'y a pas, c'est vrai dans ces affaires-là, puisqu'on demande tout un tas de preuves, que c'est très complexe, ça tient à des enfants, que ça touche bien souvent, on a l'impression, au cœur des familles, quoi, finalement. C'est très particulier. Donc, déjà, les procédures judiciaires sont très longues. Comment dirais-je, moi, ça a été jugé en 2 ans et demi de temps. Je vois des affaires où ça traîne pendant 4-5 ans. Il y a des fois, on a l'impression que le dossier est mis de côté. Il y a un moment où ça se réveille et hop, on va proposer la correctionnalisation. Donc, je pense qu'aussi le moyen de faire traîner les affaires, c'est aussi plus pour pouvoir les recorrectionnaliser. D'accord. Ouais, parce que donc il y a combien de temps à peu près? Vous pouvez dire le temps moyen de traitement des dossiers, justement, dans ces affaires? Le temps moyen, ce que je constate, après, comme je vous ai dit, j'ai qu'un an d'associatif, j'ai des dossiers qui datent de 2006, j'en ai eu un qui, alors lui, a été traité vraiment en temps record. Si mes souvenirs sont bons, on a fait le signalement au mois de janvier. Le dossier a été jugé il y a 1 mois. Donc, alors une histoire, c'est assez compliqué, une histoire d'agression sexuelle, mais si j'ai bien compris, après c'est repassé en corruption mineure. Mais en moyenne, la moyenne que j'ai pu faire, c'est qu'il se passait au minimum 3 ans. Il y a des dossiers où ça va plus vite, il y a des dossiers qui traînent depuis des années en fait. Ouais. On me demande si vous connaissiez Bruno Mercier, quelqu'un qu'on avait accueilli ici, qui dénonce aussi de grands réseaux pédophiles internationaux, quoi. Non, j'en ai entendu parler, mais après je ne connais pas. D'accord. Alors on me demande aussi, est-ce que promouvoir la sexualité de la petite enfance, ce serait pas justement en rapport direct avec cette volonté donc on va dire de banaliser la sexualité, puisque c'est même préconisé d'apprendre la masturbation dans un rapport de l'OMS, de la oui, dans la fameuse théorie du genre. Oui. Il faut savoir qu'à l'association de mon vice-présidente, parce qu'elle est toujours à la recherche des dernières actualités, on a tenté d'alerter, si mes souvenirs sont bons, au mois de janvier. On est passé entre guillemets pour des illuminés. J'ai moi-même pris rendez-vous avec la directrice de l'école de mon fils qui, elle, n'en avait jamais entendu parler, de cette fameuse théorie du genre. Ensuite, on a fait un espèce de communiqué de presse dessus, on a tenté de nous endormir, mais moi, ce que je constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est en train de tout doucement se mettre en place. Et comme dit si bien l'internaute qui vous a posé la question, oui, j'ai l'impression que c'est aussi pour prohiber tout ça. Ouais, et puis il y a une volonté, parce qu'on a vu aussi, c'était en Italie, me semble-t-il, ou dans un cas dans un jugement justement sur une affaire de pédophilie, on a carrément décriminalisé le pédophile en reconnaissant que oui, c'était pas grave, quoi. On a presque donné jurisprudence comme un blanc-seing, quoi, finalement. C'est assez incroyable. Si vous parlez en Italie, si j'ai... Comment? En Italie, oui. Non, oui, en gros, oui, en cour de cassation, je crois qu'il a été blanchi, enfin acquitté, voilà. Parce que la victime avait 12 ans et qu'on disait en gros qu'il y avait une relation amoureuse entre lui et la petite, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Oui, ça j'avais très bien suivi même. D'accord. Donc d'ailleurs, voilà, on en profite parce que des fois, il y en a qui pensent que cette histoire est une intox, alors qu'elle est complètement réelle. Hein.
Non, non, elle est véridique, mais il y a beaucoup d'histoires, alors c'est ça aussi que je me rends compte. C'est-à-dire quand on commence à avancer vers des choses qui, on va dire, dérangent, tout de suite, vous avez un communiqué de presse qui sort et qui va vous dire l'inverse de ce que un premier journaliste a publié. C'est-à-dire, pour la théorie du genre, on nous a carrément endormis en disant, mais non, alors, moi j'avais eu des réponses, parce que on s'était renseigné partout. Le rapport de l'OMS a été mal traduit de sa version originale, donc la version anglaise à la version française. Donc nous, à l'association, on a fait traduire ce rapport. Le rapport disait exactement la même chose, la même traduction. Ensuite, c'était une mauvaise interprétation, que c'était aussi pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais donc, on nous a beaucoup endormis, donc on a mis en avant l'ABC Égalité, qui n'a rien, enfin, qui est, on va dire, un premier moteur de la théorie du genre, mais qui n'a on n'était pas encore dans la théorie même. Il faut aussi savoir que la théorie du genre a été écrite par un Américain pédophile, j'ai plus le nom sous les yeux, mais j'avais fait beaucoup de recherches là-dessus. Voilà. Voilà. Oui, je me souviens très bien qu'il avait même transformé un petit garçon en une petite fille et que le gamin s'en est même foutu en l'air. Donc la théorie du genre vient de là. Et donc comment dirais-je, donc on a tenté, donc je vais revenir vraiment au sujet principal, on a tenté de nous endormir en disant mais non, c'est rien, c'est rien. Mais là on voit de plus en plus de parents publier ce qui se passe dans les écoles. C'est-à-dire, moi j'ai vu un devoir circuler auquel on apprenait un gamin en CM1 qu'est-ce que c'était une fellation, qu'est-ce que c'était un cuni, enfin c'est hallucinant quoi. On voit aussi les lycéens de Toulouse venir en jupe. Alors bien entendu, ce qu'on nous a sorti, oui, c'est tout simplement pour soutenir les femmes, patati patata. Non, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que les hommes ont besoin de venir en jupe? Il y a eu énormément de choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est voilà, ça c'est finalement ce qu'on a constaté sur cette théorie du genre qui s'impose comme ça très insidieusement, quoi. Bah oui. Alors, on me demande, est-ce que comment vous pouvez encore avoir confiance en la justice avec votre affaire? Est-ce que vous avez confiance encore, c'est vrai, en la justice? On va dire que je n'ai plus confiance, mais j'ai l'espoir. Je me dis que il y a bien encore quelques magistrats, il y a bien encore quelques policiers qui ont encore un peu d'humanité, encore un peu de cœur. Et c'est là-dessus que j'essaye en fait de faire bouger les choses. Qui ne sont pas tous corrompus, si vous voulez. On me demande d'ailleurs si vous connaissez l'affaire des réseaux de Zandvoort. Alors je la connais comme tout le monde, c'est-à-dire c'est une affaire que j'ai beaucoup regardée par différents reportages. Ouais. Dans cette affaire-là, donc il y a le reportage de 15-0 qui a été très très bien fait. On voit très bien qu'il y a une volonté quand même d'étouffer les choses. On voit des parents qui reconnaissent quand même leurs enfants sur des clichés et qu'on leur dit que non, ce n'est pas les enfants. C'est quand même hallucinant, quoi. Alors je crois qu'il y a eu plus de 70 enfants, si mes souvenirs sont bons, même un peu plus, qui a été identifié formellement par les parents. Alors donc il y a 70 sosies de gosses sur ces trucs-là. Non, pour moi, non, c'est simplement une affaire, à mon avis, qui dérange. D'accord. Et est-ce que vous avez des suites aussi? Vous saviez cette affaire pas loin d'une école près de Tours où des enfants avaient été forcés de se déshabiller? Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi. J'en ai vaguement entendu parler, mais non, je n'ai pas eu de suite. D'accord. Parce qu'il y en a tellement, si vous voulez, comme je vous dis, ça fait 6 mois où j'essaye quand même de suivre par divers forums, quand même de continuer à m'informer de l'actualité, mais ça fait vraiment, on va dire, 6 mois que je suis déconnectée un peu de tout ça, tellement qu'on a du travail à l'association. Mais bon, on partage énormément de liens de presse sur notre page associative, et j'en vois circuler tous les jours les plus atroces les unes que les autres, quoi. Alors il y a une question aussi qui revient et qui un peu se pose, c'est dans l'existence de ces réseaux, on parle souvent de protection maçonnique, c'est-à-dire de gens qui appartiennent à la franc-maçonnerie qui se protégeraient les uns les autres aussi. Oui. Qui sont énormément installés dans le milieu judiciaire. Voilà, alors là c'est pareil, hein, je vais répondre comme tout à l'heure pour les disparitions d'enfants. J'ai découvert la franc-maçonnerie, si mes souvenirs sont bons, en juillet, donc j'en avais entendu parler comme tout le monde, des francs-maçons. Je suis pareil en pleine étude pour savoir comment ils ont été créés, comment ils agissent. Donc non pas que je nie l'existence, loin de là, parce que oui, il y a des francs-maçons et oui, il y a de la corruption de justice, il y a même des dossiers étoilés qui prouvent bien qu'entre eux ils ont même des codes, mais je peux pas répondre
réponds concrètement parce que je veux pas dire de bêtises, je veux pas induire les gens en erreur, vu que je n'ai pas assez, si vous voulez, assez étudié le sujet. D'accord. Et à l'association, ça aussi je tenais à le dire parce que les gens doivent me prendre un peu pour une illuminée qui connaît rien. À l'association, j'ai quand même ma vice-présidente qui connaît extrêmement bien le sujet. Donc quand elle a vraiment le temps, elle m'explique les différentes ce qui se passe exactement. Et bon, j'en découvre tous les jours et je trouve ça complètement lamentable et horrible. Et il faut savoir qu'en plus c'est une secte, donc c'est hallucinant quoi. D'accord. On me demande, est-ce que lorsqu'un pédophile sort de prison, est-ce qu'il existe un suivi par la justice? Est-ce que cette personne, elle est... Alors on sait par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, je crois qu'ils sont obligés de se déclarer même dans un quartier, etc. Mais en France, est-ce qu'il existe des mesures similaires? Alors tout dépend en fait de la mesure judiciaire imposée, c'est-à-dire qu'en France un pédophile bien souvent un contrôle, on appelle ça un suivi médico-judiciaire, c'est-à-dire qu'il doit suivant en fait ce que le juge décide, ça peut aller de tous les mois, voire une fois par an déclarer son adresse ou alors aller toutes les semaines pointer à la gendarmerie, tout dépend en fait. On leur instaure donc un suivi médical, donc c'est-à-dire qu'on les envoie voir un psychologue, mais c'est pareil, c'est ce que je déplore, ce n'est pas des psychologues spécialisé, c'est-à-dire le pédophile il y va, il lui raconte sa vie, le mec c'est limite, moi j'ai vu un reportage, c'est limite s'ils les écoutent, quoi, ils sont là avec leur stylo, puis au suivant quoi. Non, il faudrait vraiment un réel suivi, de meilleures mesures prises, c'est-à-dire que, comment dirais-je, pour moi ces gens-là devraient carrément, alors vous allez me prendre peut-être pour une extrémiste, mais qui devraient carrément avoir une puce et qui devraient avoir interdiction au moins de s'approcher des écoles, interdiction de s'approcher des lieux d'enfants et ce n'est pas encore le cas quoi. Ouais. On me demande d'ailleurs si vous connaissez le travail de Marion Sigaud aussi au sujet de la pédophilie. Elle a beaucoup travaillé sur ce thème-là, en particulier sur dans son livre La Marche Rouge et l'affaire de l'hôpital général. Oui, alors dire que je la connais parfaitement, non. J'ai commencé à l'étudier, si vous voulez, lundi dernier, parce que il y a beaucoup de choses en fait qui nous ont interpellés et des choses positives. Hein. Avec ma vice-présidente, il faut savoir quand même qu'elle dénonce donc l'affaire de l'hôpital général, si mes souvenirs sont bons, ça remonte au début du siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des enfants qui disparaissaient et elle a fait toute une chronologie des faits. Voilà. Exactement. Voilà, donc oui, je vous dis depuis en pleine étude dessus depuis lundi dernier. Et ayant en fait dans mon association une passionnée de généalogie, elle s'est amusée, donc la membre en question s'est amusée quand même à comment dirais-je, à faire la connexion des liens, c'est-à-dire sur internet, certains fichiers d'hôpitaux de l'an 1700, de l'an 1900 sont accessibles. Tel enfant rentrait pour tel fait et ressortait même tout seul à l'âge de 4 ans et on n'entendait plus parler ou alors on les retrouvait morts. Et on s'est aperçu en fait que oui, il y avait énormément d'enfants à l'époque qui disparaissaient. Mais alors ça c'est pareil, il faut remonter dans l'histoire et c'est encore un manque de temps, mais j'y vais tout doucement. D'accord. Eh ben on va faire une petite pause, donc voilà, le temps de reprendre, j'ai compris, normal. Donc voilà, on va faire une petite pause et puis on vous reprend dans une quinzaine de minutes, dans 15 minutes à peu près. D'accord. De toute façon, vous restez connectés. Voilà. D'accord, très bien, je vous remercie. Eh ben à tout à l'heure. À tout à l'heure. Enlever, voilà, là ça passe. Voilà, parce que oui, j'avais enlevé le micro. Et je disais oui qu'on fera donc une petite pause et puis on revient juste après. J'ai vu, voilà, on me dit bon thé, merci pour ce thé. Il faudrait nous envoyer des tonnes de thé si vous pouvez. S'il y a des Nico de Hong Kong là apparemment qui est en Chine qui peut nous envoyer du thé en direct de Chine. Alors, on a peut-être des métanautes aussi en Inde, je sais pas, ou peut-être en Thaïlande. On a vu qu'il y avait pas mal de connexions de gens en Thaïlande. Bon, il y a beaucoup de Français, hein, on sait, à Koh Phi Phi, voilà, à Pattaya, hein, au bord de la plage. Ça écoute Méta TV le soir. De toute façon, je sais pas trop quelle heure il est là-bas. Par contre, lorsqu'on fait l'émission, il doit être en plein après-midi à boire des cocktails au bord de la plage parce que c'est vraiment l'heure, quoi. Voilà. Eh ben oui, toutes vos questions, je les ai vues. On va en reparler juste après
Almeria, Onrek, Alphonse, Césium, Attila, Taker, Wand, Autonomie, il y a un peu Fleurette, beaucoup de nouveaux. Salut à tous les nouveaux, Rodolphe Pilar, voilà. Ok, c'est parfait. On fait la petite pause et on revient juste après. À vous là. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, voilà le temps de faire les petits réglages et puis on revient tout de suite avec Aurélie Trottereau qui est avec nous, donc par Skype. Dès que c'est prêt, de toute façon, on va me faire signe. Voilà, donc j'ai lu un petit peu vos questions, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Il y a Issou aussi sur le chat avec nous et qui est aussi en train de répondre à certaines questions des métanotes directement, voilà, sur les affaires. On me dit que c'est bon. Alors, je vais couper le micro. Et je vais remettre le son. Allô? Oui. Vous m'entendez? Voilà, parfait. Oui. D'accord. Il faut qu'elle coupe son son. Ouais. Donc. Ouais, alors a priori, on me dit que ça vient de chez vous. Ça vient de chez moi? Ouais, il y a un retour chez vous Enfin moi oui j'entends un retour, mais on va dire ça me gêne pas du moment que ça coupe pas comme tout à l'heure et que je passe pas pour une conne à confondre Émile Louis et Laurent Louis, c'est bon. D'accord. Je m'excuse d'ailleurs, j'ai compris Louis, Dutroux, Réseau, j'ai fait la connexion des trois. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions où justement déjà on commence par nous demander où est-ce qu'en est un peu l'affaire Lola. Alors l'affaire Lola, ça a été, alors je vous explique, donc il y a eu le procès là qu'on avait lancé un appel au rassemblement où même vous étiez venus le 13 mai. Oui. La partie adverse, c'est-à-dire le violeur présumé, a été prévenu la veille du procès, comme quoi que l'audience était reportée parce que le président en fait était souffrant. Et la famille des victimes n'était pas au courant et nous non plus. Donc nous on s'est rendu en fait devant le TGI de Bobigny et on a appris ce report d'audience. Et le prévenu n'était même pas là parce que tout simplement lui et son avocat avaient été prévenus et pas la famille des victimes. Donc il faut quand même savoir que la petite est complètement traumatisée au point que sa famille a été obligée de la mettre de l'éloigner en fait du domicile familial parce que comme je vous expliquais, donc je parlais tout à l'heure si vous voulez d'un contrôle judiciaire et d'une interdiction de séjourner dans un département de 2011, c'est pour cette affaire-là. Donc elle subissait des impressions, donc elle a on a été obligé de l'éloigner, enfin c'est pas qu'on a été obligé, parce qu'on n'a pas eu le choix, en fait la famille n'a pas eu le choix de l'éloigner, donc la petite a quand même fait un aller-retour pour rien, a encore une pression énorme, psychologiquement déjà elle ne va pas très bien et ça lui a remis un coup. Et ce que je trouve lamentable, c'est que la partie adverse a été prévenue, mais que la partie civile, elle ne savait strictement rien. Ça aussi, c'est un dysfonctionnement, parce que normalement, on doit prévenir les deux parties. Normalement, on doit prévenir les deux parties, et même l'avocat était étonné, mais ce qu'on a su encore mieux, c'est que le prévenu, en fait, était retourné dans sa famille, et en fait, dans le département, donc il a une interdiction de séjourner. C'est juste hallucinant, quoi. Il a une interdiction, nous on se bat pour faire appliquer cette interdiction, et on le remet dans sa famille, dans ce département-là. C'est le monde à l'envers. C'est la victime, une fois de plus, qui a dû fuir. Ouais. Donc c'est encore des dysfonctionnements judiciaires. À ce propos, d'ailleurs, on nous parle c'est vrai qu'il y a une liste de villes qui reviennent assez constamment dans les affaires, comme Toulouse, Draguignan ou Meaux. Est-ce qu'on peut parler, parce qu'à chaque fois dans ces villes, c'est un peu aussi les mêmes personnes et c'est toujours beaucoup d'affaires qui sont étouffées, quoi. C'est toujours dans les mêmes tribunaux avec les mêmes personnes. Je peux vous dire, dans l'affaire du Var, dans l'affaire de Draguignan, je n'ai jamais vu une affaire autant étouffée que celle-ci. Des aveux, il faut quand même savoir qu'il y avait eu des aveux, des preuves, les enfants étaient plus que crédibles et que ça a été évincé et que je crois qu'il y a même eu un procès pour diffamation. C'est juste hallucinant, quoi. C'est en gros, t'es victime, tu te tais, tu subis, point barre. Ouais. Oui, parce que c'est reçu ici même les grands-parents dans cette affaire et c'est une affaire incroyable. Mais c'est plus qu'incroyable, hein. C'est une affaire que on suit depuis janvier.
j'ai même pas de mots, si vous voulez. J'ai même pas de mots, mais en même temps, entre guillemets, avec tout ce qu'on voit, ça nous étonne même plus. Mais cette affaire-là, par contre, ouais, c'est vraiment ce que j'appelle un fiasco judiciaire total. Alors, on nous parle aussi d'une autre affaire, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, c'est l'affaire Sylvie Effinger. Oui. Oui, voilà, on me parle d'enfants qui sont placés par les services sociaux et qui sont souvent, paraît-il, drogués au Risperdal, un médicament pour les schizophrènes. Après, si vous voulez, je préfère pas m'exprimer sur cette affaire, c'est à Sylvie de le faire parce que c'est son affaire. J'ai connaissance de cette affaire, il y a 3 jours de ça, si mes souvenirs sont bons, la petite avait même fugué. Il faut savoir quand même que la mère a été prévenue qu'à 13h, que moi-même j'ai appelé le commissariat pour savoir s'il y avait eu en fait un signalement de fait de la part de l'ASE et que la petite a été déclarée disparue à 9h. L'ASE a fait le signalement, si mes souvenirs sont bons, qu'à 11h. Vous vous rendez compte quand même, 9, 10, 11, une gamine de 12 ans. Je suis désolée, avec tout ce qu'on voit, le signalement devrait être fait de suite. Et les droits de Sylvie ne sont pas du tout, mais pas du tout respectés. Et comme on dit, oui, les gamins sont drogués. Elle a l'autorité parentale, mais elle ne décide de rien. Oui, d'accord. D'ailleurs, si Sylvie m'écoute, je la salue et elle sait très bien que je la soutiens du mieux que je peux. Mais c'est pareil, elle apporte des preuves de tout ce qu'elle avance et il y a encore une volonté, entre guillemets, de vouloir la faire passer pour une tarée, alors que c'est pas du tout le cas. Je l'ai rencontrée le 24 mai, ma vice-présidente l'a rencontrée assez régulièrement, elle l'a même accompagnée une fois à titre personnel et non à titre associatif, je tiens aussi à le préciser. On la soutient personnellement. Sylvie, on tente de la faire taire. Et ça, elle a même eu, je crois qu'elle a même une plainte aux fesses par rapport à ça, c'est hallucinant, quoi. Alors, on me demande aussi, est-ce que vous connaissez l'affaire de Corinne Bouget ? Non. D'accord. C'est aussi une affaire un peu similaire. Alors, il y a une question aussi, est-ce que les enfants, justement dans les orphelinats, les DAS, qui semblent être des victimes potentielles un peu plus encore précaires que les autres, parce qu'il paraît-il, il y a des disparitions suspectes aussi dans les organismes sociaux. Oui. Oui, nous c'est ce qu'on a constaté en fait. Vous avez parlé de Marion Sigaud qui elle a fait énormément de recherches là-dessus. On en parlait tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte, si vous voulez, que on a l'impression que parfois qu'il y a entre guillemets des orphelinats dans le temps qui s'étaient créés pour faire disparaître des enfants. Il y a un rapport qui a établi quand même qu'il y avait eu des centaines d'enfants qui auraient été violés de 4 mois à 11 ans, en fait, l'âge des enfants. Et donc, c'est juste hallucinant, quoi. Ouais. C'est juste hallucinant. Donc oui, moi j'ai bien l'impression aussi que dans certains foyers, alors attention, il y a des foyers qui sont très bien et voilà, je veux pas non plus tous les incriminer, mais on se rend compte que dans certains foyers, il se passe quand même des choses plus que louches. Oui, d'accord, il est bon de le signaler. Alors, on me demande justement à propos de ces foyers, puisque apparemment, quand il y a un signalement qui est fait, les enquêtes sont menées par des éducateurs ou des psys. Est-ce que c'est vrai que ça fait pas c'est pas un peu laxiste de la part des autorités et en plus, est-ce que c'est pas non plus un peu défaillant comme système de base, le fait que ces enquêtes soient pas menées par de véritables professionnels que devrait être la police normalement? Alors là où on se rend compte que le système est complètement défaillant, c'est que, alors moi comme je vous ai dit, on lutte contre la pédocriminalité, mais on lutte également contre la maltraitance. Là où il y a vraiment, si vous voulez, alors il y a des signalements qui sont faits, il y a des familles où je vois des gamins se faire retirer en 24 heures top chrono pour des conflits familiaux, c'est-à-dire que le divorce ne se passe pas forcément bien et qu'on dit que l'enfant est perturbé. Ouais. Et je vois d'autres familles, dont en particulier un dossier qu'on a à l'association, donc pareil, le papa était présent à la conférence et le dossier Nolan, donc à la Merveille, où là la nourrice a tout fait pour retirer l'enfant. Là il y avait vraiment un extrême danger, l'enfant était bleu, il y a même eu un reportage sur France 2 sur cette affaire, l'enfant était couvert de bleu, il y a eu un signalement fait début juin, c'est la nourrice qui a fait le signalement, elle a reçu les services sociaux mi-juin, elle a voulu leur montrer les preuves de maltraitance, c'est-à-dire les preuves avérées, les photos qu'elle avait faites, ils ont refusé de les voir, et fin juin, le gamin il est mort sous les coups. Et donc là en fait on
se rend compte que dans des familles où il n'y a strictement rien à se reprocher, les gamins sont retirés dans un temps record, mais par contre, quand il s'agit d'agir envers des enfants, là où il y a un réel danger de maltraitance, eh ben, on n'agit pas. Ouais. Oui, parce que là, c'est une histoire incroyable, ça encore. Et on me demande ça, aussi... c'est une histoire plus qu'incroyable, quoi. On me demande aussi, alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Stan Mayo et apparemment de son enlèvement qui serait faux, quoi. Alors l'affaire Stan Mayo, c'est tout simple. Si les gens, plutôt que, comme j'ai dit, plutôt de regarder ce qui se raconte sur le net, déjà je veux dire que moi Jérémy Lehu, de tout ce qu'il dit, je le crois. Tout simplement que, on va dire 15 jours avant qu'il fasse sa vidéo, c'était la conviction que j'avais, mais attention, je ne pensais pas du tout que Jérémy, lui, était au courant. C'est tout simple. Vous reprenez toute l'affaire, toute la chronologie de l'affaire. Vous l'étudiez, vous regardez la conférence, vous regardez même sa compagne s'exprimer. On voit sa compagne, il y a un moment où je dis qu'il faut aussi réagir, se mettre à la place des gens. Sa compagne qui déclare que peu de temps après la disparition, comment dirais-je, elle est partie en Suisse. Moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Moi, si j'ai mon compagnon demain qui se fait soi-disant enlever, retenu dans une prison secrète au fin fond du monde, je ne vais pas partir de l'endroit où il a disparu. Je vais retourner ciel et terre. Ouais. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Donc déjà ça m'avait mis la puce à l'oreille. Par contre, la chose que je déplore, c'est qu'apparemment, il y a une association qui s'est montée derrière ça. Il y a eu énormément de fonds récoltés. Pour l'histoire où atterrissent les fonds, où ils ne sont pas atterris, moi ça ne me regarde pas. Mais c'est simplement que malheureusement, c'est une association qui s'est montée sur du faux, que les gens n'ont plus confiance et que surtout de faire croire à une disparition de la sorte, ça a mis un petit peu, si vous voulez, le monde de la lutte un peu en ébriété, parce que moi quand j'ai ouvert mon association, quand je commençais un petit peu, et on en parlait en antenne, je commençais à dénoncer tout ça, tout de suite on m'a dit Aurélie, tais-toi, tu vas finir comme Stan, on va t'enlever, enfin bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et comme je le disais tout à l'heure, on a du mal à avoir des béné. Quand j'essayais de recruter des bénévoles en disant voilà, il y a urgence en France, chaque jour il y a 10 gosses qui se font violer, la justice elle cautionne, mais punaise, venez avec nous, je sais pas, moi faites en sorte qu'on tente de faire bouger les choses, on me répondait mais moi j'ai pas envie de finir comme Stan Mayo. Alors son petit coup de pub à Stan, moi franchement je ne cautionne pas, quoi. Je préfère, je le dis. D'accord. Bon, voilà, au moins, parce que les gens pensaient que vous n'alliez pas vous exprimer sur le sujet, mais non, vous avez dit ce que vous pensiez. Est-ce que aussi vous, alors au niveau parce que il semble quand même que de ces réseaux, il y a des mailles internationales. Et est-ce que vous avez pensé aussi, est-ce que vous êtes déjà rentré en contact et quel est un peu l'état aussi des affaires dans les autres pays d'Europe, hein, pour pas aller encore trop loin? Alors, je ne peux, si vous voulez, là c'est pareil, je ne peux pas vous répondre. Pour le moment, je n'agis qu'en France. Par contre, on se rend compte qu'il y a une, comment dirais-je, dans les affaires de réseau, il y a une très grosse connexion entre la France et la Belgique. Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, il y a certaines affaires belges ou que dans beaucoup d'affaires françaises et dans certaines médiatiques, la Belgique est apparue. Et donc, à ce que moi je constate, c'est qu'en fait, voilà, il y a un réseau international qui s'est mis en place sur le trafic d'enfants, et c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont connectés, malgré que la justice ne veut pas le reconnaître, parce que vous regardez dans le reportage Carte Zéro, vous avez même un gendarme qui dit que les réseaux pédocriminels, c'est les fantasmes des assos. Non, c'est pas le fantasme, c'est simplement des choses qu'on constate. Et on voit, en fait, vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trafic d'enfants, et que ces enfants-là, on arrive à les faire sortir du pays. C'est-à-dire, quand vous parlez tout à l'heure d'enlèvement d'enfants, on arrive à faire sortir ces enfants, et comment on arrive à les faire sortir? C'est tout là. Donc là, j'ai quelques petites pistes que je suis en train de creuser, que je ne peux pas encore m'exprimer clairement là-dessus, parce qu'on m'a mis sur 2-3 petites pistes. Mais apparemment, c'est tout un réseau, comme vous dites déjà, qui est protégé, couvert, et un réseau qui est vraiment international. Et je pense que la France y est pour beaucoup aussi. D'accord. Là justement, il y a un gendarme qui est intervenu aussi et qui dit qu'il est assez dégoûté d'exercer, voilà, qu'il ne peut plus exercer son métier
et que demain, s'il lui arrivait quelque chose, il ne porterait pas plainte. Voilà. Et il parle vraiment qu'il y a un gros problème. Mais on ne prend même plus nos plaintes. J'ai combien de mères qui m'appellent, qui me disent non mais Aurélie, on ne veut pas prendre ma plainte. Bah, comment ça? Alors que c'est un droit en France, hein. C'est stipulé dans le code pénal. Ouais. Et moi-même, quand j'ai déposé plainte contre mon ex-mari, j'étais obligée de faire tout un cinéma devant la gendarmerie. Parce qu'on m'a dit, madame, écrivez au procureur, on n'a pas que ça qu'à faire à prendre votre plainte. On refuse même maintenant de prendre mes plaintes quand je me fais insulter par la famille de l'agresseur. Parce que ça, c'est pareil, ils doivent sûrement m'écouter et je leur dis, ils ont quand même 3 plaintes au cul, il y en a une 4e qui va arriver. Bah, on refuse de prendre nos plaintes et je comprends le gendarme, ils sont dégoûtés, il est dégoûté. Et en France, on n'a même plus envie en fait de tenter d'avoir justice parce que de toute manière, on n'est pas entendu. Oui, d'accord. On me demande si vous avez entendu déjà des cas d'enlèvement faits par les Roms récemment. Ah non, du tout. J'ai vu des choses circuler, mais moi, c'est pas remonté directement jusqu'à moi. D'accord. Et on nous demande ce que vous savez de l'accusation de Roger Olindre contre Jacques Lang. Effectivement, une vidéo très célèbre où on voit Roger Olindre qui, enfin, on le voit pas, on l'entend, c'est un enregistrement audio et qui fustige Jacques Lang, quoi, et qui parle de cette affaire. J'ai oublié le nom dans le sud, ce réseau Coral, voilà, c'est cette affaire Coral. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense qu'il dit simplement la vérité, mais que, bien entendu, on tente encore de le discréditer. Jacques Lang, il faut quand même savoir que il serait, alors je mets ça au conditionnel, alors c'est ça aussi que je tente à dire comment dirais-je, je tente à dire, c'est que, un, deux, trois, je perds mes mots. C'est pas que je ne veux pas dénoncer, c'est que je suis obligée de respecter la présomption d'innocence au risque de me prendre encore une plainte pour diffamation. Donc Jacques Lang est quand même impliqué dans énormément d'affaires et c'est un des prochains buts de l'assaut, c'est bien de dénoncer ça et c'est notre prochain combat. D'accord. Voilà, et nous on l'applaudit d'ailleurs, on l'applaudit. Écoutez, on vous souhaite du courage. On demande d'ailleurs si vous avez eu déjà des pressions, parce que c'est vrai qu'on a observé ça dans ces affaires. J'ai eu des pressions et je n'ai jamais reçu de menaces de mort, pas jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis, parce que je suis écoutée, des menaces de plainte. Des menaces de plainte et en fait les plaintes entre guillemets je m'en fous, on peut en déposer contre moi, je m'en fous complètement, mais c'est simplement que je sais très bien que mon association fait un petit peu peur et qu'on tente un petit peu de nous faire taire et surtout on nous discrédibilise. D'accord. On demande si, vous connaissez des associations anglo-saxonnes du type North American Men. Non, du tout, et ça c'est ce que j'arrête pas de dire. Pour le moment, je me concentre vraiment de ce qui se passe en France. Parce que c'est vraiment parce que j'ai pas fini, mais c'est une association qui prône les relations hommes-garçons. Voilà, et qui organise des meetings pour ça, pour promouvoir ça. Qui fait un peu dans la veine d'un film aussi qui est sorti récemment. C'est Gérontophilia, quelque chose comme ça, je crois, qui prône ce genre de relations aussi. D'accord. Vous voyez, vous me l'apprenez et c'est pareil, hein, s'il y a des auditeurs qui écoutent, qui n'hésitent pas à venir à l'association, ça nous permettrait quand même de pouvoir s'élargir en dehors de la France, parce qu'il y a déjà énormément de boulot en France. Je n'ai vraiment pas le temps de m'étaler sur l'actualité dans les pays étrangers, en fait. Même que ce serait qu'en Angleterre, tout ça. Alors aussi, oui, c'est vrai, on a entendu parler de cette incrimination de la reine d'Angleterre et de David Cameron dans un réseau international de pédophilie. C'est complètement surréaliste aussi. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends. Oui, c'est complètement surréaliste, mais moi je le dis, et puis voilà, c'est fortement probable. C'est fortement probable. Et là, c'est pareil, par contre, ça met à jour et ça met en évidence quand même, la protection qu'ils ont. Mais que la protection est en train de tomber. D'accord.
C'est ça, en fait, il faut vraiment faire du bruit. Vous pensez que c'est important de faire du bruit quand même autour de toutes ces... C'est très important. Comme je vous dis, ça fait 1 an que moi je milite à travers une association. Ça fait 6 mois que j'ai vraiment découvert ce que c'était la corruption de justice, parce que moi avant j'étais plus axée sur les petits pédophiles isolés. Mais en fin de compte, je me rends compte que c'est une connexion de tout. Et c'est très important de faire du bruit et surtout d'exprimer notre colère. Donc là, je vois le 21 juin, il y a le collectif Wanted Pédo qui m'écoute, et je tiens à les saluer et leur dire merci, parce qu'ils sont venus à notre manifestation et nous serons à la leur, qui n'hésitent pas à dénoncer. Nous on dénonce avec eux, mais c'est pas à 100 pèlerins dans les rues qu'on arrivera à faire quelque chose. Il faudrait qu'on soit plus de 300, 500 000 même chaque semaine à manifester notre colère. Là, on serait entendu. Ouais. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens, parce que j'ai remarqué quand même maintenant, dans certaines manifestations, on voit des gens brandir des pancartes justement pour dénoncer ces actes de pédophilie. C'est quelque chose qu'on voit récemment, vraiment de façon très récente maintenant qu'on voit ça, mais ça prouve que quand même ça passe dans l'opinion cette question. Quoi. Ça commence à passer, mais vous avez 1/4 des gens qui ouvrent les yeux et les trois quarts autres qui sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils vont écouter ce que les gens leur racontent, ne vont pas chercher par eux-mêmes, et en fait c'est tout simple. En faisant soi-même des recherches, on se rend compte de beaucoup de choses. Vous prenez la chronologie de chaque affaire, vous les comparez, c'est-à-dire vous faites une synthèse de toutes les affaires que vous avez, et là vous vous rendez compte réellement que chez nous on devient pro-pédophile. Et moi je passe pour une timbrée quand je dis qu'en France la pédophilie elle va être légalisée au fur et à mesure. Il y a 1 an de ça, quand je disais ça, mon gardien avec des grands yeux limite, on me demandait si je sortais pas de Pinel. Pour info, Pinel c'est l'hôpital psychiatrique de par chez moi. Maintenant on me dit mais en fait t'as raison de ce que tu dis. Bah oui, j'ai raison. Quand on voit les lois qui sont en faveur des pédophiles et qui sont néfastes pour les victimes, quand on voit également, et ça aussi je risque peut-être de m'attirer les foudres, mais je préfère quand même dire les choses telles que moi je les vois et tel que le contexte actuel est, c'est qu'un enfant victime, moi tout à l'heure je vous disais qu'un enfant victime n'avait aucun suivi médico-judiciaire. Un enfant victime qui déjà n'est pas reconnu comme victime envers la justice, qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté, qui n'est pas suivi pour ces troubles-là, peut lui-même par la suite devenir un agresseur, c'est-à-dire devenir un pédophile, parce qu'on ne lui a pas expliqué que c'était mal, on ne lui a pas expliqué ce sentiment qu'il était victime et non coupable, on ne lui a pas expliqué que ce n'était pas le bien, mais plutôt le mal qu'on lui faisait. Et ce suivi médico-judiciaire de l'enfant, le médico-judiciaire, c'est-à-dire instauré par la justice, auquel je réclame vivement, c'est tout simplement pour éviter de fabriquer des pédophiles à la chaîne. Alors attention, je tiens à le préciser parce que je me suis fait allumer par rapport à certains propos certains de mes propos qu'on a interprétés. Tous les enfants abusés, bien entendu, ne vont pas devenir des pédophiles. Mais il faut quand même se méfier. Il faut savoir quand même que tous les plus grands pédophiles qui ont été dénoncés au niveau des infos, tout ça, les plus grands tueurs en série, ont tous été des gamins maltraités ou des gamins abusés. Et là, il faut axer quand même sur la reconstruction de nos enfants pour pouvoir prévenir dans l'avenir la pédophilie qui peut s'installer. Alors c'est vrai que on avait parlé tout à l'heure aussi au début de l'émission de cette volonté qu'on sentait des autorités à un peu pousser vers une légalisation de ces pratiques sexuelles. Et là on me met tout un tas d'exemples donc effectivement d'associations. On me dit la Nambla en Hollande, on me parle d'une autre association, la Martinge, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est aux Pays-Bas, pareil. On me met immédiatement, même en France, des sites. Par exemple, je vois un site qui s'appelle legarçon.net, etc. Donc il y a tout un tas apparemment de... Les associations ne sont pas aussi assez contrôlées, et il n'y a rien de tel de plus simple aussi qu'en France que d'ouvrir une asso. Donc il suffit de tout que ces gens-là, et ça ne m'étonne pas qu'il y a des associations comme ça qui se sont ouvertes, que ces gens-là tournent leur statut, ne marquent pas bien entendu sur leur statut, nous prenons la pédophilie, mais tournent leur statut en disant voilà, peut-être être plus clément ou des choses comme ça passe en préfecture et ça fait en fait un petit comité de pédophiles qui peuvent former un réseau et qui peuvent devenir, si vous voulez, très dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça ne m'étonne pas qu'il y a des associations de pédophiles qui se créent. Et là aussi, en France, on devrait être beaucoup plus vigilant. Ouais, d'accord.
Ouais, parce que on sent vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, par exemple, de un peu de la PMA, de la GPA, de la théorie du genre, vous voyez, et du combat qui est mené contre cette théorie du genre par des gens comme Farida Belgoul? Alors moi ces gens-là, je les applaudis. La théorie du genre, faut savoir quand même, on en parlait tout à l'heure, que ça date pas d'hier, c'est tout doucement en train de s'instaurer. Moi la théorie du genre, j'y crois et de toute manière j'en ai eu preuve, mais plus que preuve, on va dire ça comme ça. Comme on évoquait tout à l'heure, ça a quand même été mis en place par un pédophile qui fait Alfred. C'est hallucinant quoi. Il disait même, si mes souvenirs sont bons dans ce que j'avais lu, il disait même que les enfants étaient orgasmiques dès la naissance, c'est-à-dire qu'en fait les gosses demandaient que ça en gros quoi, de la manière que moi j'ai interprété ces dires. Et en France je trouve ça lamentable quand même d'instaurer, ça prouve bien en fait, comment dirais-je, je trouve lamentable qu'on instaure cette chose-là, mais ça nous prouve bien aussi qu'on est en train de prohiber la pédophilie, c'est-à-dire qu'on est en train de la propulser à tous les niveaux. Ouais. Oui, oui. Ça, donc c'est plutôt positif de voir, parce que ce combat-là, il a l'air d'être de plus en plus suivi. Il y a énormément de parents quand même qui ont pris conscience de ça. Il y a les journées de retrait qui se fait pour protester. Moi, je ne m'en cache pas, je l'ai fait. J'ai prévenu la directrice de l'école. Les parents, en plus, c'est hallucinant parce que je crois que la toute première que j'ai eu connaissance, les parents qui avaient retiré leurs enfants de l'école se sont pris une lettre d'un des ministres. C'est-à-dire qu'ils ont été la directrice ont reçu, si vous voulez, des instructions. C'est-à-dire, si l'enfant manquait l'école ce jour-là, le parent devait obligatoirement justifier, mais avec des preuves tangibles, comment dirais-je, sous peine de sanction, l'absence de son enfant. Alors que, je suis désolée, mais normalement, une absence doit se justifier qu'au bout de 48 heures. Donc, ça prouve bien que le gouvernement a des choses à se reprocher sur ce niveau-là. Ouais. Alors justement, en plus, il y a quelqu'un là qui nous dit que chez lui, il a une grosse affaire de secte satanique à 20 km de chez lui en Ardèche, et il ne sait pas trop quoi faire et qui contacter. On peut le mettre en contact avec vous sur votre association. Oui. Donc, s'il m'écoute, qui note bien, donc on a une permanence téléphonique, on a un numéro unique, c'est le 09 53 08 72 59. On est ouvert tous les jours de 8h à 21h et la nuit en cas d'extrême urgence, qui n'hésite pas. Donc, comme je vous dis, on est plusieurs. Moi, tout ce qui est après franc-maçonnerie, satanisme, ces choses-là, moi je maîtrise encore pas trop, si vous voulez, pas vraiment, mais j'ai ma vice-présidente, je crois même, qui répond sur le forum, qui s'y connaît beaucoup mieux. Moi j'ai plus, si vous voulez, la connaissance, la connaissance comment les réseaux opèrent, comment les prédateurs peuvent repérer leurs victimes, parce qu'il faut savoir aussi que tout ça c'est calculé, et Stéphanie s'y connaît beaucoup mieux que moi sur tout ce qui est satanisme et tout. Mais après, pour dénoncer ça, nous on est là, nous il n'y a pas de souci. S'il faut faire un signalement, on le fait. S'il faut s'attaquer à ça, on s'attaque, mais il y a des fois on a vraiment l'impression, je le vois moi dans l'affaire du Var, on a vraiment l'impression de se cogner la tête, de se cogner la tête contre un mur et qu'on nous regarde en disant continue, t'arriveras à rien quoi. D'accord. Il y a une maman qui est handicapée qui nous dit sur le chat qu'elle aussi elle doit se battre constamment d'ailleurs pour prouver, donc elle parle de l'handiparentalité. Voilà. Je vous ai très mal entendu, répétez. Il y a une maman qui sur le chat nous dit qu'elle est handicapée et qu'elle doit aussi se battre souvent. Elle dit je suis une maman à roulette et je dois prouver 100 fois plus. Voilà. Ah oui, mais on s'attaque en fait, que ce soit les services sociaux ou même la justice, quand ils voient que les gens sont faibles, parce qu'il faut savoir quand même qu'on vous achève, que les gens sont faibles, vont plus souvent s'acharner. Alors quand je dis qu'on nous achève, c'est tout simplement, comme je vous disais, moi dans mon affaire au début c'est tout beau tout rose. Après, quand vous apprenez que vos enfants sont victimes de viol, d'inceste, de maltraitance, toutes ces choses-là, on réagit comme une mère, on sombre, c'est-à-dire on sombre dans une dépression, et je l'expliquais à la conférence, je crois qu'en plus la conférence est en ligne. Moi personnellement,
la dépression m'a fait perdre mon travail, m'a fait perdre beaucoup de relations sociales, c'est-à-dire qu'en un moment, on a peur de tout le monde et on ne sort plus. Et c'est là que la justice intervient, quand vous êtes au bord du gouffre, quand vous n'avez plus une thune, que vous ne pouvez plus payer votre avocat, et que là, qu'on vous dit, on recorrectionnalise. Ouais, mais non, il y a viol, moi, c'est les assises. Ah ouais, mais bon, vous avez 2 traites en retard envers l'avocat, vous avez des dettes, je pense que pour vous, correctionnaliser le viol, ça vous coûte moins cher, quoi. En gros, moi, on m'a fait comprendre ça. Et c'est là où je me dis, la justice, en fait, nous enfonce. Il y a limite une volonté d'enfoncer les victimes, quoi. On nous pousse au bout du gouffre. Ouais, c'est ça qui est un acharnement, quoi, c'est systématique, quoi. C'est un acharnement. Alors après, moi, comme je vous dis, dans mon affaire, moi, c'est tout ce qui s'est entouré que je trouve qui a été très mal fait. Moi, mon affaire a été, je vais dire, bien jugée. Mais le sentiment que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, mais madame, plutôt que vous plaindre, déménager. Non, mais c'est à moi de partir. Non, c'est pas à moi de partir. C'est à lui de partir. C'est pas à moi. Déménager. Non, je ne vais pas déménager. Et en gros, on m'a fait comprendre, vous avez eu des dommages et intérêts, autant que ça vous serve à ça. Et c'est pareil pour l'histoire des dommages et intérêts. Vous pouvez donner 15, 20, 30, 40, 50 000 euros à des victimes. Parce que bien souvent, les dommages et intérêts envers les victimes, déjà, je trouve qu'ils ne sont pas énormes, mais ne réparent pas. On a l'impression qu'on doit chiffrer aussi nos préjudices. Et ça ne répare pas, si vous voulez, tout ce qu'on a perdu. Moi, je le dis souvent, j'avais une vie avant 2010 et j'ai ma vie de maintenant. Et c'est plus du tout la même chose. D'accord. Ouais, et alors, j'ai vu qu'il y avait une question, mais que je cherchais tout à l'heure. Oui, voilà. On me demande, oui, à l'époque, justement par rapport au CD Zandvoort, vous saviez que c'était Elisabeth Guigou qui était en poste, et c'est vrai on a l'impression qu'elle a voulu étouffer cette affaire. Qui c'est, excusez-moi, je vous entends mal, répétez. C'était Elisabeth Guigou qui était ministre de la Justice, et elle a donné complètement le sentiment d'avoir voulu étouffer l'affaire, quoi, puisque cette affaire a été classée, tout simplement. Ah, mais oui, de toute manière, elle le dit bien à la télé, il y a même des journalistes qui se fichent, qui se fichent d'elle en disant qu'elle a comment dirais-je, qu'elle avait jamais reçu en fait le CD qui a été envoyé, tout ça, alors que les journalistes présents, c'était eux-mêmes, je crois qu'ils avaient envoyé le CD, et voilà. Donc oui, et là, en plus, elle s'est grillée toute seule au niveau de la presse. Il y a quand même eu, oui, un gros, pour moi, un énorme étouffement sur cette affaire. Ouais, c'est une affaire en plus qui était, semble-t-il, vraiment internationale, quoi. Hein, vraiment. Oui, mais c'était même, ça agissait de partout, et on sait bien ce qui est arrivé à celui-là qui l'a dénoncé pour la première fois, quoi. C'est hallucinant. Donc moi, je pense que la personne paye. Alors je ne cite pas son nom parce que j'ai du mal au niveau de la prononciation. Paye en fait simplement ce qu'il a mis à jour, quoi. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants Roche et de leur dénonciation ? Oui, j'en ai entendu parler. Par contre, je n'ai pas encore, si vous voulez, visionné la vidéo. Mais oui, j'en ai entendu parler. D'accord. Alors là, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, c'est quoi un peu les prochains grands rendez-vous de votre association, là, pour les mois à venir ? Alors pour les mois à venir, donc on va donc déjà le 21 juin, on sera avec Wanted Pédo sur Paris à manifester parce qu'il faut savoir que le 21 juin c'est la fête de la musique et donc c'est aussi la fête des pédophiles, hein, c'est 2 fois par an. Nous on avait manifesté. C'est Jacques Lang, je rappelle d'ailleurs, qui a institué. Oui, mais j'allais y venir. Il faut savoir quand même que les pédophiles 2 fois par an fêtent leur préférence, leur attirance envers les enfants, donc le 22 décembre et le 21 juin. Et donc, comment dirais-je, nous, on a fait un rassemblement au mois de décembre, ça n'a alerté personne. Là, j'espère réellement, et si les gens m'entendent, et si les gens sont de Paris, venez, parce que c'est important qu'on se fasse entendre. Venez avec Wanted Pédo, venez avec Touche pas à mon enfance. Moi, c'est Wanted Pédo, je les salue, parce que voilà, moi, je me rallie beaucoup à eux, parce que ils ont tout à fait raison de dénoncer le système. Et nous, en tant qu'association, on est un petit peu limité comparé à eux. Venez, c'est très important. Ensuite, il y a une conférence qui est prévue normalement fin septembre. Donc le lieu même de la conférence, je ne peux pas vous dire parce qu'on est en train de chercher une salle de conférence. Donc il y a une conférence qui va être mise en place avec divers intervenants et cette fois-ci, on va dire, je serai plus sélectif.
Et donc voilà, et ensuite là il y a une cagnotte qui tourne, aussi j'en profite pour lancer un appel aux dons. C'est pas une arnaque, on fait une déduction fiscale des dons qu'on nous octroie. On voudrait quand même mettre à long terme, donc déjà là dans nos prochains buts, c'est aussi, de faire toute une campagne d'information sur la pédocriminalité, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a très peu de campagnes qui sont mises en place, on n'en voit jamais passer à la télé, mais par contre sur les alcooliques, sur les femmes battues, chose aussi, attention, que je déplore, on voit une campagne d'enfer. Donc nous on voudrait mettre des spots publicitaires, en plus on a notre parrain qui est même prêt à nous faire un clip là-dessus. On voudrait mettre une campagne avec un petit livre si vous voulez faire un tout petit livre, une petite brochure expliquant ce que c'est la pédocriminalité et pourquoi il faut le dénoncer. Mais bon, tout ça, on est en manque de fonds et on n'est pas du tout subventionné non plus, quoi. D'accord. En tout cas, vous avez un site aussi internet, vous pouvez rappeler, c'est Touche pas mon enfance. Oui, touchepamonenfance.fr, donc je tiens à le dire aussi, il n'est pas à jour, c'est pareil. Oui. On cherche des bénévoles, venez adhérer, comme je dis là, j'en profite pour faire un peu ma pub. Venez adhérer, on ne mange pas, on ne censure pas, au contraire, on a besoin de monde pour pouvoir avancer et un peu sortir aussi du contexte français, pour pouvoir faire plus de collections et vraiment dénoncer la pédocriminalité, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez redonner le téléphone, on me demande, de l'association? Bien sûr, le 09 53 08 72 59. Voilà. Donc nous en tout cas on fera suivre si on nous demande le téléphone. En tout cas merci beaucoup Aurélie d'avoir participé, et puis bon, désolé pour les petits problèmes techniques du début, mais merci beaucoup d'être venu dans la libre antenne pour nous éclairer un peu plus encore sur ces affaires de pédophilie qui sont vraiment très très graves, quoi. D'accord, moi en tout cas je vous remercie de ne pas nous censurer, parce qu'il faut savoir aussi que quand on va vers les journalistes, moi j'ai quand même des bons contacts là-dessus, qu'on leur présente des dossiers comme le dossier du Var et qu'on voit qu'entre guillemets ils ont hors de ne pas en parler. Je trouve ça lamentable, et vous êtes vraiment les seuls, quoi, à nous faire passer, à oser parler de ces choses-là, et il faut. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Très bien, merci bien. Au revoir. Au revoir. Voilà. Normalement, je passe sur l'autre micro, ça devrait passer. Normalement. Allô, c'est bon, voilà. Normalement, on devrait m'entendre sur le deuxième micro. Voilà. Donc, normalement, ça devrait passer. On m'entend? Tu m'entends? Super? Non? What the fuck? Ouais, c'est bon? Ok, ça passe. Voilà, donc émission, comme vous l'avez vu, encore sur un sujet hautement sous tension, et de toute façon on continuera d'en parler, ça restera en tout cas sur Méta TV un des sujets sur lesquels on ira, et on ira aussi dans d'autres sujets, ça se dit. Petit message subliminaux comme ça pour les personnes qui pensent qu'on a peur de parler de certains sujets. En tout cas, la pédophilie, on y va, si j'ose dire, les deux pieds dans le plat, parce que c'est trop grave, et il est important, je pense, qu'on se mobilise tous et qu'on prenne tous conscience de la gravité et de l'étendue du problème. Voilà, donc on va se retrouver demain. Demain ce sera avec Alain Benajam, voilà, et Thierry Messant peut-être, parce qu'il se passe plein de choses, on est en train de voir, mais il se passe beaucoup de choses, vous savez, du côté de la Syrie, et on en reparlera un petit peu demain, mais demain on parlera de, évidemment, l'Ukraine, et vous savez bien que l'actualité en Ukraine en ce moment, elle est terrible, terrible, terrible. Donc je vous donne rendez-vous demain pour suivre cette émission. Encore merci à tous qui étaient sur le chat, tous les trolls, tous les métanautes, tous les modératrolls. Je vais pas assez y paraître sur les chats métanautes, je vais prendre l'habitude, parce qu'ils paraissent sont fâchés les métanautes, parce que je vais trop dans les autres chats, et je les oublie, paraît-il. Alors Hugues de Saint-Gilles, Erénuit, Kimazouf, voilà, vous n'êtes pas très nombreux, Pascalien, vous êtes tous en mode troll, modératroll ou sur la chatbox. En tout cas, merci à vous, Captain Capt, Freeman, Erwan, Paytac, Tony, Alfred, Almeria, Alphonse, Attila,
Jem Lynch, Sam Wang, Batistoff, Mouton Rétif, qu'est-ce qu'il y a encore, Satya Das, bon il y a vraiment des nouveaux, Inso bien sûr, Fed, Placido, Takerman, voilà, merci beaucoup, de toute façon on se retrouve demain, n'oubliez pas, comme j'ai dit, maintenant je vais dire jusqu'à la fin, je vais vous en parler, le Beta Tour, n'oubliez pas si vous voulez qu'on vienne jusqu'à vous, bon bah voilà, un petit don, même donner 1 euro, 2 euros, allez-y, parce que plus on est nombreux, plus on y arrivera, et puis je pense que voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire, je vous le dis, un mélange de Lucien Jeunesse, à demain si vous le voulez bien, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Merci, ciao, ciao.